ferme le site internet en septembre, donc là on fait la une de tous les journaux. C'est quoi ce site internet qui décide d'aller à fond dans les réseaux? Parce qu'à l'époque, Facebook était vu comme le grand méchant loup des médias. Ben, moi, mais jamais de la vie j'irai chez TF1, je rate pas la télé, c'est mort quoi. Elle prend le tableau et elle trace une droite, elle fait voilà, dans 3 mois vous êtes mort. Le lundi on est arrivé, on a appris tout le monde et on a viré tout le monde, j'avais 26 ans à l'époque. C'est parti en pleurs et tout, enfin c'est super dur. Pendant 7-8 mois, il y avait un mec qui m'attendait au bureau tous les matins. Et dès que j'arrivais, il mettait le micro et il me suivait toute la journée. Il filmait non-stop. J'étais le Kim Kardashian de l'entrepreneuriat, ce qui est pas le meilleur compliment qu'on peut te faire. Moi je me souviens, on allait dans l'amphithéâtre de chez TF1. On était les petits rois, tu vois, les petits rois soleil quoi. On était le nouveau truc. Et après ils ont enquillé, ils ont fait au féminin un marmiton. C'est comme si t'es le premier de la famille et puis il y a une fratrie de petits frères qui débarquent et toi t'es plus chouchou quoi. Et donc c'est ce qui s'est passé. Feuille blanche. La version live. Elle te va? On est live là, ou presque live. On est en Californie. Je m'apprête à monter sur scène. Les gens hurlent. Et ça va être un grand moment, celui qui change une vie. Écoute, comme une petite intro un peu lente, je vais présenter notre invité. Il a créé un média qu'il va revendre à TF1 pour 10 millions d'euros. Son média, c'est Minute Buzz. Au plus haut, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 10 millions de visites par mois sur le site. Un site qu'il va planter pour tout mettre sur les réseaux sociaux. Au plus haut, 18 millions d'abonnés sur les plateformes. 30 à 100 millions de vues vidéo par mois. Maxime Barbier, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir avec vous aujourd'hui. Salut Maxime. Salut. C'est marrant d'écouter cette musique. Je me dis, je l'ai écouté tellement de fois, mais je connais toujours pas les paroles par cœur. Tu sais que c'est l'hôtel California? Je Au sais, moment du refrain. Je sais. Tu y es même allé? J'y suis même allé. J'ai découvert que l'hôtel California n'était pas en Californie, mais au Mexique, à Los Cabos. Et donc je suis allé le voir et j'ai pris un selfie. C'était mon rêve numéro 78, je crois. T'en es déjà à 78 dans tes rêves. J'ai fait une liste de... 88, toi, on va en parler sans rêve. Sans rêve, ouais. Sans rêve. Il m'en reste une vingtaine, ouais. Ouais, et puis ça, c'est le genre de choses, plus t'en as, plus t'en veux. J'ai refait une liste de 40 avant 40. Je viens d'avoir 40, donc je vais refaire une liste de 50 avant 50. Voilà. Je spoil un peu nos échanges, mais l'entrepreneur que t'es va se faire débarquer du groupe à 3 mois de la fin du Earn-Out. Exact. Tu vas nous raconter les hauts, les bas, les montagnes russes, il y en a à chaque fois, n'est-ce pas, Sacha? T'as vu un peu mon intro pour t'ouvrir, te présenter. Sacha Meliner, fondateur de Neumann, la banque d'affaires 8.0. Déjà 8? Ouais. Je monte à chaque épisode. Tu vas trop vite. Donc on va parler de ça, Maxime. Aujourd'hui, tu es aussi le patron de Time Left, ta nouvelle boîte qui fait un peu plus de 15 millions d'ARR. Mm-hmm. Et qui réunit, et c'est là le gros défi, chaque mois, plus de 100 000 inconnus, 100 000 inconnus à travers le monde. Dans 63 pays, ouais. En même temps. Voilà. On va raconter tout ça. On est là pour parler de ton cash out avec Minute Buzz. Tu nous as promis, comme dans tous les épisodes précédents, que tu raconterais tout, ou presque, j'espère. Je tout. La main, Voilà, tu poses la main gauche sur notre bible entrepreneuriale, sur la cover de l'émission. Je jure de balancer et tout. Et donc, on va plonger directement dans ce jour où tout change, celui où tu signes la vente de Minute Buzz. Et pour nous remettre dans l'ambiance, je crois qu'on part avec ACDC. Ouais. Si je dis pas de conneries. Avec... Big Gun. Merci, on envoie. Lance pas de pogo, Sacha. Ouais. Décembre 2016. La dernière fois, on a cassé tout le studio, comme ça. Par contre, on trouve de nouveaux sponsors. On radio.
TV. Ouais, j'étais en forme à l'époque. Non mais là t'es le roi du monde. Ouais, Tu pars pour tout péter quoi. tu pars pour tout péter, ouais. Tout péter pour me faire péter après. Ça tu le sais pas. Ça, je sais pas. C'est le revers de la médaille. Je sais pas. Peut-être. Big Guns. C'est un peu ça, hein. C'est un peu Big Guns, hein. C'est un peu genre, on a l'armée lourde maintenant avec nous, t'as TF1 derrière, tu dis ok, let's go quoi. Je crois que c'était quelques mois seulement après avoir pris cette décision radicale de stopper le site, qui était une référence. Ouais. Alors pour les plus jeunes, peut-être ça parle moins maintenant, Minute Buzz. Putain, Je suis allé regarder la chaîne YouTube, je crois que la dernière vidéo d'il y a... Minute Buzz, c'est que ça existe toujours. Ouais, mais alors, il publie plus. Je sais pas, Sur YouTube, ça a été... Bah, après TF1, ça a été revendu à je sais plus qui, puis revendu, réacheté, mais j'ai vu que sur la dernière fois, il y avait encore 2-3 vidéos. Tu regardes de temps en temps, ouais. 8 ans plus tard, il y a encore des trucs qui se passent, c'est cool. Non, je regarde plus. Non. Ouais. On parle souvent avec ceux qui ont planté leur boîte dans notre autre format planté, de regarder ce qui est devenu la boîte, où généralement la marque a été revendue, des fois c'est pour vendre des trucs complètement différents. On en parle un peu moins avec les entrepreneurs qui ont vendu, tu vois, je regarde où est-ce que ça en est encore. On en avait parlé avec Jean-Émile Rosenblum de Pixmania, avant qu'il rachète Pixmania, et il voulait pas regarder. Il y a Napster qui vient de se faire racheter, là, 200 millions, Napster, c'est incroyable. Non, je regarde de temps en temps, ça me fait plaisir de voir que c'est encore en vie. Après, est-ce que tu vois, t'es d'accord, ce qui sort, bon, voilà. Mais t'as pas d'avis à donner, ouais. C'est cool. Et donc là, on est sur ce jour-là où tu vas, a priori peut-être dans les bureaux de TF1. Chez l'avocat. La vraie signature se fait chez les avocats, donc en terrain neutre. Mais là, c'est pas la guerre. Hein. Non, là, c'est pas la guerre, mais je me suis rendu compte à quel point, en fait, au début, tout est rose, on veut tout faire bien, et puis plus ça s'approche de la signature, et plus les montants commencent à arriver, et plus ça se tend. On va parler après des négos, des clauses, etc. Mais le matin, tu te réveilles où ? Dans quelle ambiance, quelle humeur? Tu te sers ton café, il te trotte quoi dans la tête? Je sais pas si c'était la veille ou 2 jours avant. Je me souviens que le 2 décembre, si je me trompe pas, 2 décembre 2016, on fait cette conférence de presse à l'Arc, dans un restaurant un peu chic, et il y a les gens de TF1 et Minute Buzz. On a appelé tous les journalistes et on a dit on allait annoncer le mariage entre l'ancienne école et la nouvelle école. Et je pense que la signature a été la veille ou 2 jours avant, parce que je me souviens arrivé à cette conférence de presse très très fatigué. Mais je pense que c'est ça, ouais. Je pense qu'on a dû finir la signature à 3 ou 4 du match chez l'avocat, et le lendemain, conférence de presse, bim bam boum, ça sort dans tous les médias, et en fait on n'a pas eu le temps de faire la fête, quoi. C'est vraiment parti plein de balles. Et le jour où tu signes? Le jour où on signe, c'est chez les avocats, à 3 du mat, je signe, et là je me dis ok, mais en fait j'étais tellement focus sur ce qui allait être après, je me dis il y a la conférence de presse demain, et je voyais déjà ce que je voulais faire, parce qu'en fait quand TF1 est rentré au capital, ils nous ont aussi donné beaucoup d'argent pour investir et faire des projets, et donc dans ma tête j'étais déjà ok, on va faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire de tout l'argent? Et avant de signer, quand tu te réveilles le matin, ou même la veille au soir, Attention. T'es dans quel état? En fait, l'histoire avec TF1 a été assez drôle parce que on a mis 4-5 mois à aller vers cette signature, et le jour J, en fait, t'es déjà bien avancé dans les discussions. Donc en fait, c'est juste tu crantes un peu plus et chaque mois tu t'approches. Donc il y a moins de surprises, c'est pas genre tu découvres la nouvelle le jour J, ils veulent te racheter, tu vois. Donc on a commencé en septembre à parler avec eux et le closing s'est fait en décembre, donc il y a eu quand même 4 mois, et on l'a fait d'une manière assez marrante. Je raconte. Évidemment, tu vas raconter, mais quand même, par expérience, et pour en avoir reçu beaucoup des entrepreneurs qui ont vendu, des fois t'as beau te dire on signe aujourd'hui, ça se fait pas, ou ça négocie encore dans les couloirs. Ouais, c'est ce qui s'est passé, bien sûr, exactement. On a eu plein de fois où en fait ça a été ajourné parce que il y a une clause que personne veut lâcher, et en fait au bout d'un moment on lâche. Chez l'avocat, je me souviens, on est arrivé à 19h et on a signé à 3h du mat. C'était pas prévu, on devait signer assez rapidement, et en fait il y a une clause. Je me souviens, c'était l'avocat qui disait venez, faut que je vous parle, et donc on allait dans une salle, on parlait, eux ils parlaient, ils revenaient, on reparlait. Et ils parlent de quoi? Attends, nous on aime bien le détail. J'ai plus les détails, c'est des clauses c'est vraiment des clauses du style de mémoire, c'était si ça se passe mal, qu'est-ce qu'on fait, tu vois, genre
est-ce qu'on a le droit de nous virer? Je pense pas, parce que la preuve, ils l'ont fait après. Mais c'était plutôt, je pense que c'était si ça se passe très bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les multiples, tous ces trucs-là? Et si demain, vous faites pas ce que vous avez promis, que vous direz que vous feriez, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'était un peu les trucs comme ça. Il y avait aussi des trucs, je me souviens, un truc qui était assez marrant, c'est que nous, on dit, voilà, nous, on est qu'à Saint-Martin, vous êtes à Boulogne, il est hors de question, à aucun moment que vous nous forceriez à aller chez vous. On s'est dit, c'était une des clauses. On dit, voilà, nous, vous nous achetez pour notre créativité et le fait qu'on soit agile et novateur. Si vous nous rapatriez dans votre premier étage de la tour TF1, c'est sûr qu'on va mourir. Et donc, ça, c'était une des clauses, par exemple. Ils n'avaient pas le droit de nous rapatrier chez eux. Et enfin, si on voulait, on pouvait. Mais c'était à notre main, quoi. Mais c'était vous qui aviez le choix. C'est quoi le petit truc marrant? Le petit truc marrant, c'est que en gros, donc on ferme le site internet en septembre. Donc là, on fait la une de tous les journaux. C'est quoi ce site internet qui décide d'aller à fond dans les réseaux? Parce qu'à l'époque, Facebook était vu comme le grand méchant loup des médias, en train de cannibaliser le trafic. Et donc tout le monde était essayer de se protéger de Facebook. Et nous, on m'a dit, nous, on va aller dedans. Parce que les 2-3 mois qui suivaient ça, en fait, je me voyais plus consulter mon site. Je faisais que regarder des vidéos dans Facebook. C'était l'apparition des vidéos dans Facebook. Ça peut paraître... le vieux. Je suis vieux quand je dis ça, mais en 2016, Facebook a commencé à avoir son propre player et on voyait les vidéos qui apparaissaient. Et puis moi, je voyais des vidéos et puis j'étais accro à ça. Et puis au début, Facebook était pas très regardant. Donc les gens, ils piquaient des vidéos sur YouTube, ils les mettaient sur Facebook, ça faisait des millions de vues. Je me dis, bon, il y a peut-être un truc à faire. Et on ferme le site, ça fait la une. Et donc là, on se fait contacter par TF1, M6, Webedia et tout ça. Et on commence pour des reportages au départ. Voilà, salut les gars, on vous avait pas vu, maintenant on vous voit, qu'est-ce qui se passe? Et TF1 vient nous voir, ils disent ouais, on aimerait bien, voilà, on a le digital, c'est notre gros truc maintenant. Ils avaient pour but de créer Unify, qui était leur entité digitale. Gilles Pélisson qui venait d'arriver, qui était en mode oui, le digital, c'est le futur. Donc ok, qu'est-ce que tu vas faire? On va essayer de voir ce qu'on peut racheter sur le marché. Et donc il commence à venir nous voir et donc on le reçoit et puis donc il dit ouais, on aimerait bien peut-être faire un truc avec vous et tout. Je dis moi, mais jamais de la vie j'irai chez TF1, je rate pas la télé, c'est mort quoi. Et il disait ouais, mais venez quand même, c'est bien. Et là mon associée, elle a fait un truc de ouf. Elle a dit écoutez, on vous connaît pas, mais on veut bien apprendre à vous connaître. Parce que vous avez raison, on vous connaît pas. TF1, c'est qui? Voilà, TF1 c'est qui? Et là elle leur dit un truc de ouf. Elle dit par contre on n'a pas le temps à perdre, donc si vous voulez, vous nous payez 10 000 euros. Et Laure et moi, on vient passer 1 heure avec votre top manager. Et à la fin, on vous fait une restitution en comex de ce qu'on pense de vous. Je dis, ah ouais, c'est bullish quand même. Et les mecs ont accepté. Donc, on a fait une mission à payer 10K pour aller les voir et leur faire une sorte d'état des lieux de ce qu'une jeune pousse pense de eux. Ça les a aidés? Et dans la seule reco de leur presse, c'était pour acheter Minute Buzz. Non, parce que c'est une mission de conseil. Au début, on voulait pas forcément. Déjà, au début, les montants étaient pas dingues et donc on voulait pas forcément vendre, mais on a vraiment rencontré. Alors là, mais là, on raconte trop vite, trop vite, pardon. Alors là, tous ceux qui voulaient la suite tout de suite doivent me haïr. Mais là, on était le jour de la signature. Je veux bien qu'on reste là-dessus parce qu'on va raconter toutes ces négos, les premières rencontres, comment ça se fait avec Gilles Pélisson, avec le reste de l'équipe. Mais là, on était le jour du signing. T'as ces allers-retours avec les avocats. Vous signez. On est encore à l'époque du papier. On est à l'époque du papier à paraffer des centaines de documents. Ouais. Et on est le 1er décembre à 4h du mat, on signe. Il y a qui autour de la table, à part les avocats côté TF1? Il y a la nana de la régie, il y a la nana le mec des acquisitions, et c'est tout, je crois. Ils étaient que 2 ou 3, plus leurs 3 ou 4 avocats. Il y avait moi et Laure, plus nos 2-3 avocats, donc on était peut-être une quinzaine dans la salle. Ouais. Que des mecs, mais et mon associé Laure. J'ai une image, maintenant je m'en souviens. On allait signer, donc je commence moi j'étais chaud à l'époque, donc je dis allez, champagne, donc je commence à boire le champagne et je mets des verres. Et là, au moment où on va pour boire, enfin non, mais il y a une clause qu'on n'a pas vue. Je suis putain. Et en fait, je me souviens de cette coupe de champagne, elle est restée devant moi pendant 1h30. Elle était là. Et donc moi, la clause, en plus, je me souviens même plus ce que c'était, mais j'étais là, enfin, je m'en fous, tu vois, let's go quoi. Et champagne maintenant. Ouais, je regardais la coupe et il me disait faut pas boire, sinon ça porte malheur. Et donc j'étais là, putain, et je la touchais comme ça, je la faisais tourner. Je la regardais la coupe, et elle commençait à refroidir. Et à la fin, on a bu la coupe, tu vois. Et donc ça, c'était drôle. Ah celle-là on l'a jamais eu. Et tu vois, le rapport à ta coupe de champagne que tu regardes,
Ah, parce que moi t'as la salive qui commence à tomber. J'avais 30 ans à l'époque. On lance les cash outés anonymes là. J'avais 30 ans à l'époque, donc je connaissais pas tous ces trucs là. Et tu vois, il y a un moment, je me dis, je sais pas, ça a l'air d'être good, tu vois. Donc moi, t'entends la bouteille de champagne qui se débouche. Et là, ok, non, il y a encore une clause là, on n'a pas fini. Et je suis, oh putain. Pourquoi t'as débouché la bouteille? Déjà déboucher, c'est chaud. Hein. Ouais. Débouché, c'est chaud. Il m'a dit, bah, touche pas. Donc moi, j'étais là et je faisais des blagues. En plus, ça, je la mettais là, la coupe, j'ai putain et tout. Je la sentais comme ça. Avec la coupe. Je te boirais, toi. Et donc t'étais assez détendu toi pendant le closing quand même. Moi on a eu toujours cette relation assez incroyable avec mon ancien associé qu'on est elle stressait, toi très complémentaire. Elle très orientée business, cash, très stress, genre vraiment les crocs, on va pas se laisser marcher dessus. Moi j'étais plutôt hippie, tu vois, c'est cool, on va faire plein de trucs. Vas-y, quoi. Le coup dédicace, c'est business. C'est quoi la petite clause là qui reste avec la coupe de champagne à côté? Franchement, je m'en rappelle pas, c'était il y a longtemps, mais je suis sûr que c'était je sais qu'on a eu des discussions assez fortes sur des trucs à la con, où même moi j'allais vraiment j'ai dit non mais là on lâche quand même, et non c'est hors de question, jamais on ira chez eux, tu vois, c'était vraiment des trucs comme ça. Je crois qu'on avait même des clauses de comment on allait annoncer le fait qu'on fasse ce deal, tu vois. Ouais. Je crois que même mon associé a dit il y aura pas le mot, pas des mots, des trucs. C'est pas un rachat, c'est une prise de participation majoritaire. On se fait pas racheter. Un partenariat. Et donc je pense qu'on était assez tendu. Je pense qu'elle était assez tendue et elle a bien fait, hein, sur tous ces petits détails. Donc je pense qu'à la fin c'était vraiment des petits trucs et qui de mémoire on était quand même sur de l'ego, tu vois, genre. C'est pas très grave si on lâche le 6, c'est grave. Et en fait, c'est pas très grave. Tu vois, c'était vraiment. Mais c'était pas des montants, c'était pas des multiples. C'était vraiment des petits détails à la fin qui faisaient chier, quoi. Et puis, si tu veux, au bout d'un moment, quand on discute pendant des semaines, au bout d'un moment, tout le monde se tend quand même un peu, tu vois. Tout le monde en a marre, quoi. Bah ouais. Et mais c'est comme si vous y étiez allé un peu à reculons. La vérité, non. Enfin. Moi, c'est pas ça va paraître très cliché que je vais dire, mais les montants, t'as parlé de 10 millions, mais ça, c'est la valo qui a été annoncée, c'est pas ce que j'ai pris. Bien sûr. Donc, les montants étaient cool, à 30 ans, c'est cool, c'est sympa. Moi, je dis que j'ai eu assez d'argent pour ne plus regarder combien je paye lorsqu'on me présente un TPE pour payer, tu vois, c'est mon niveau de richesse, on va dire. Tu vois, je regarde pas si c'est 80 ou 70 balles, mais c'est pas un montant qui m'a permis de me dire, ça y est, je vais mettre ma famille à l'abri du besoin, quoi. Et donc, moi, c'était pas vraiment l'argent, mais c'était vraiment la promesse. En fait, pourquoi on a fait TF1 ? Parce qu'ils nous ont vraiment fait des belles promesses de on va avoir une émission Mini Buzz à la télé, notre force commerciale va vendre votre brand content, on va vous donner des millions pour investir, pour faire des rachats, tout ce que vous voulez. Donc, en fait, moi, j'étais assez excité par l'idée de m'associer avec un mastodonte. TF1, c'est énorme, tu vois. Ouais, mais en même temps, t'as une communauté, t'as un média avec une communauté qui a une image qui est complètement différente de celle de TF1. Ouais. Et tu t'appelles Mini Buzz, et puis le lendemain, tu t'appelles d'une certaine façon, pour les gens, t'es quand même un petit peu TF1. Donc c'était peut-être là qui... Ouais, bien sûr. Un peu de culpabilité, un peu de friction, un peu de... Nous, on le voyait vraiment plutôt positivement parce que 100% de notre business model, c'était de faire du brand content et donc on avait une force commerciale et quand on a... Mine de rien, pour moi, TF1, c'était mort de chez mort, mais ces rendez-vous avec ces top managers, mine de rien, je vais leur rendre ça quand même. On a rencontré des gens brillants, des gens sympas, des gens qui... Voilà. Et après, tu t'ouvres un peu le capot et tu te dis, ok, c'est puissant TF1, je veux dire, c'est une force commerciale incroyable, ça fait du chiffre d'affaires de fou, donc ça faisait tellement sens sur le papier de nous dire que nous, petite pousse, tu vois, qui va vite, on va s'amarrer à côté du paquebot et on va en bénéficier. Et ce qui a été vrai pendant les 2 premières années. Pop. Ah. Pop. Arbitre, carton jaune. Je vais me prendre mais garde l'idée. Je garde l'idée, carton jaune. Garde l'idée. Au deuxième, je passe au rouge, je sors et puis vous poursuivez sans moi. Comme ça, on va pouvoir avancer, en fait. Juste sur cette dernière journée, vous avez 4h du mat, tu bois ta coupe de champagne. Ouais. Chaude. Il y a peut-être une deuxième bouteille, hein. Ouais, mais c'était pas, je me souviens, c'était pas non plus, c'était pas la fête dans les bureaux, quoi. Tout le monde avait qu'une envie de rentrer, ouais. Tu vois, c'est pas, on va pas en boîte après, quoi. Tu rentres chez toi, 4h du mat, peut-être 4h30, tu t'endors direct ou t'as encore l'adré qui... Je m'endors direct.
J'ai un super pouvoir, c'est que je peux dormir n'importe quand, n'importe où. Je dors 12 heures dans l'avion et tout. Non, j'ai vraiment. T'es pas narcoleptique, tu vas pas t'endormir pendant les Non, tout va bien. Et non, je m'endors et excité par me réveiller le lendemain matin pour faire la conférence de presse. Mais ça allait très très vite, hein. Franchement, c'était début décembre, il y a eu ça. Ensuite, Noël arrive et janvier, on était au taquet, quoi. On était 30 dans la boîte. Après, on est passé à 85 en un an. J'ai embauché quasiment une ou deux. Carton jaune. Allez, on fait le petit flashback pour appeler Minute Buzz que c'était. Et pour ça, on part avec Macklemore and Ryan Lewis. Can't Hold Us, featuring Dalton. Official music video. Ouais, 2017-2018, incroyable. Alright, let's go. Return to the Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit me get up. Fresh shot, come strap. C'est exactement ça. Je t'écoute plus. Invincible, le melon, let's go. Sky is the limit. On attend les la et... Ah ouais, tu peux le mettre, il est à la fin, il est très à la fin. Ouais, c'est ouf. Je te l'ai fait. Merci, bah tu veux qu'on avance. Je t'ai entendu, alors il y avait la musique à fond, mais je t'ai entendu dire le melon. Yes. Quand on échangeait un peu avant de lancer les cams, tu me disais qu'il y a eu le melon aussi après la vente. Enfin, il y a eu plein de moments. Enfin, c'était quelque chose, Minute Buzz, tout le monde s'en rappelle pas, parce que certains sont plus jeunes, mais Minute Buzz, c'était juste incontournable à l'époque. Et en fait, là, dès le début, parce que là, on raconte les débuts de Minute Buzz, en fait, ça vient très vite, le melon, et ce qui va avec, ou ce qui l'amène. Ouais, le melon, parce que t'as la force de frappe de TF1, donc par exemple, on dit voilà, on veut être producteur de contenu nous aussi et pas faire que relayer les autres contenus, donc on aimerait bien avoir nos studios et donc on prend 1600 m² de studio Canal Saint-Martin. Hop, on est sur les débuts de Minute Buzz, mon cher Maxime. Avant TF1. Ouais, avant TF1. Début, la jeunesse. 2010. Donc le melon c'est après. Ouais. Non, le melon il est après. Dans le premier là. Non, le melon il est après, ouais, bien sûr. Ok, c'est quoi la question? Moi je veux bien qu'on raconte le début. Alors on va faire rapide parce que déjà tu l'as sûrement raconté à bien d'autres endroits. Mais toute cette phase avant, les rapprochements, les autres propositions que vous avez eues, c'est quoi les moments clés? Et surtout, là maintenant qu'on c'est loin, qu'est-ce que tu peux raconter que tu n'as jamais dit? Début 2010, j'ai 25 ans. Je suis fatigué et saturé d'avoir bossé 7 ans la nuit. Donc, pendant de 18 à 25 ans, j'organisais beaucoup de soirées. Je suis vieux la nuit, donc c'est fatigué. Et je me dis, bon, il faut que je sorte de là. Et en décembre 2009, je regarde la télé, je me dis, c'est bizarre, il n'y a que des mauvaises nouvelles à la télé. Tu vois, je me dis, franchement, mais TF1, c'est vraiment de la merde. Il n'y a que des mauvaises nouvelles à la télé. Je me dis, pourquoi on ne crée pas un journal des bonnes nouvelles? Donc, l'idée de Minute Buzz trotte dans ma tête. Je rencontre mon associé dans une autre mission que je faisais. Alors, à l'époque, ça va être encore plus lointain, mais je faisais un truc que personne ne connaissait à l'époque, c'était de comment créer des pages Facebook et comment les modérer. C'était donc le community management avant l'âge. Et je rencontre cette nana, Laure, et on s'associe sur une autre boîte, un autre projet avec qui on lève des fonds pour la première fois. J'ai 25 ans, on lève 300 000 euros. Je me dis, waouh, c'est quoi ce milieu de fou? C'est quoi comme boîte? Ça s'appelait Yakatag et c'était en 2010. Et elle me dit, je veux vendre mon iPhone 3. Putain, elle veut vendre son iPhone 3. Et je dis, je vais t'aider parce que moi j'ai 5000 amis sur Facebook et je poste une photo de son iPhone 3. Et je dis, vends iPhone 3. Et là, je me dis, putain, mais c'est painful parce que tout le monde me pose à moi la question de combien il coûte, machin, etc. Alors que c'est elle qui le vend, tu vois. Et je me dis, mais pourquoi on peut pas créer une fiche produit directement de son téléphone? Et donc on a créé Yakatag pour prendre en photo des produits et créer des fiches produits. Elle a le réseau financier, elle connaît un peu mieux ce métier. Elle me dit, on va lever des fonds. Je vais lever des fonds, c'est quoi ça et tout? Elle me dit, on va lever des fonds. Donc on lève des fonds, 300 000 euros sur une valeur 1 million. Donc là, je me dis, c'est incroyable ce qui se passe. On lève, et au bout de 6-9 mois, je me dis, bon, on n'arrivera jamais avec ce truc-là, en fait, ça marche pas, on n'a pas les ressources. Enfin, c'était sûr que ça allait planter, quoi. Mais moi, j'avais mon petit blog à côté, Minute Buzz, qui commençait à faire son petit bonhomme de chemin. Et j'ai dit aux investisseurs qu'on a, j'ai dit, écoutez, on va au bout de ce truc-là et on le plante.
Voilà, je suis clair avec vous, mais on peut aller au bout, hein, vous avez investi pour ça. Ou alors, on pivote, on kill le projet e-commerce et on met tout sur Minute Buzz. Et on a tout mis sur Minute Buzz. Attends, là tu dis ça, genre la discussion simple avec les invests, mais entre une boîte tech et un média qui à l'époque est un blog. Ouais, mais on l'a fait un peu sus parce qu'on a dit, écoutez, on n'a pas de trafic sur le truc de e-commerce, mais on va merger les deux et en fait, ça fait sens d'ailleurs maintenant que j'y pense, mais c'est de se dire, on a un e-commerce et un média et donc le média va faire la promotion du truc e-commerce. On commence un peu comme ça et on commence à faire un petit peu de cash sur Minute Buzz en vendant de la pub, de la bannière, donc ils se sont dit bon. Et c'était en 2000, je sais plus quoi, genre 26 ans. Et ils disent ok, go. Mais on n'avait pas assez de cash. Et donc on meurt. Il reste combien là sur le million ? Non, on a levé 300 000. 300, pardon. Il devait peut-être rester 50, 60 k, un truc comme ça, peut-être un peu plus. On n'était pas beaucoup. On avait peut-être, je crois, 2 CDI, 3-4 stagiaires. On était une dizaine, tu vois, un truc comme ça. Et là, on va pour mourir. Et un de nos investisseurs me présente Corinne Lebovitch. Il nous dit là, vous allez mourir, les gars, vous m'écoutez pas. Je vous présente quelqu'un. Et donc, on voit Corinne. Je m'en souviendrai toute ma life de ce meeting. Incroyable. Tu veux que je le raconte ? Ah ouais. Moi, dès qu'on parle de Corinne, j'aime. On était dans des bureaux dans le 11e. Et les bureaux, c'était 100 mètres carrés. On avait pris un grand bureau, mais on partageait ça avec d'autres colocs. Et je m'en souviens parce que la salle de réunion, elle était en verre. C'était transparente. Et puis Corinne, elle arrive et tout, toute sympa avant. Et elle dit, donc elle a fait le tour du business, elle prend les chiffres et tout. Elle dit, bon, c'est simple. Elle prend le tableau et elle trace une droite. Elle fait, voilà, dans 3 mois, vous êtes mort. Bah non, si. Tu prends combien tu dépenses et combien tu gagnes dans 3 mois et il n'y a plus de cash. Elle compte vite. Hein. Ouais, elle compte très vite. Il n'y avait pas beaucoup à compter. Et là, elle nous a dit, en fait, maintenant, on va voir si vous avez ce qu'il faut pour être entrepreneur. Et donc maintenant, il faut virer tout le monde et repartir à zéro. Et si vous le faites pas, dans 3 mois, vous êtes mort. Et on a mis le week-end à réfléchir. Et le lundi, on est arrivé, on a appris tout le monde et on a viré tout le monde. J'avais 26 ans à l'époque. C'est parti en pleurs et tout. Enfin, c'est super dur. C'est vraiment un truc qui m'a vraiment marqué. Ça, c'est la première étape dure. Et la deuxième étape dure, c'était d'aller pleurnicher auprès des investisseurs qu'on avait pour dire, s'il vous plaît, on pourrait avoir un peu de rallonge, s'il vous plaît, parce que là, on va pas y arriver. Et ils nous ont dit, ok, mais on divise la valo par 2. Et donc, c'est là où je me suis rendu compte que, en fait, c'est pas si cool que ça, les investisseurs, quand ça se passe mal. Et moi, j'ai emprunté de l'argent à mes grands-parents et à mes parents pour faire le bridge aussi. Oui, ils ont dit on divise la valo par 4. Je veux dire, on t'a mis les couches. Non, la dernière fois, mon père, il m'a dit, mais attends, si je t'ai prêté 10 000 euros et que t'as revendu à TF1 à l'époque, si au filier, j'avais eu des parts à la... Qu'est-ce qui... Je dis, papa, c'est la famille. Si moi j'ai de l'argent, c'est pareil que toi. Et tu vois, tout va bien. Et après coup, c'était le truc qui, avec mon associé, on s'est dit, ok, plus jamais on sera déficitaire. Et depuis ce jour-là jusqu'à la fin de Minute Buzz, on a été une boîte rentable. Pas énormément rentable parce les médias, c'est pas la folie, hein, mais au moins on a toujours dit ok, on sera rentable et plus jamais on ira se faire. J'irai plus jamais pleurnicher pour l'argent. Dévaloriser, ouais. Ouais, ou même le truc de. Le rapport, il était pas cool, quoi. Ça, je m'en souviens. C'était après, faut leur rendre que s'ils avaient pas mis au pot, la boîte plantait à l'époque. Ouais, mais c'est la façon de. En fait, ce que j'aimais pas, c'est le côté on vous soutient, on adore ce que vous faites, et puis d'un coup, non, on vous soutient plus. Enfin, tu vois, c'est. Mais en fait, j'ai pas trop changé là. Enfin, t'as confiance en moi ou t'as pas confiance en moi, tu penses que je vais y arriver, j'ai les capacités. Non, ok, mais dans ce cas-là, pourquoi t'as Enfin, je trouve qu'il y a eu un changement. Après, c'était des business angels, et je pense qu'il y a aussi des business angels et des VC, c'est différent, mais en tout cas, eux à l'époque. Et puis la plupart des entrepreneurs, hein, c'est parce qu'on n'a pas eu assez d'amour de notre mère et donc on veut montrer qu'on est les meilleurs et que tout va bien et t'as des mecs qui a cru en toi et puis d'un coup ils te débranchent. Ça m'avait un peu marqué à l'époque. T'as l'impression qu'ils t'attendent un peu au tournant, quoi. Ouais, c'est comme si c'est tes parents qui t'abandonnent, quoi, ils give up, quoi. Tu vois, genre en fait non, t'es une merde, tu vois, on t'aidera pas, quoi. Mais ouais, c'était la première fois que j'étais face à ça. Confronté à cette réalité. À cette réalité. Maintenant, je suis plus armé et voilà. Mais à l'époque, c'était ma première. De toute cette période, et après on va aller parler rachat, les négos, et je crois qu'il y a eu d'autres propositions aussi autres que TF1, donc on pourra en parler. Mais sur toute cette épopée Minute Buzz, t'as un truc qui te revient, que t'as peut-être jamais pu partager, qui sera riche en leçons ou à minima qui arrachera un petit sourire ou une larme ou ce que tu veux, mais sur à celles et ceux qui nous écoutent, toute la phase Minute Buzz hors TF1. Au début, avant TF1 Ouais.
Enfin, j'ai vraiment que des bons souvenirs de toute cette aventure Minute Buzz. Pour moi, un truc qui m'a le plus marqué, c'est quand on a fermé le site internet, qu'on a fait cette vidéo où tu vois avec ma tronche, parce que quand sur le site, lendemain, t'arrives sur minutebuzz.com et il y avait juste une vidéo de moi qui faisait hey, on a fermé le site. Et quand j'ai vu toute cette presse parler de nous, je me suis dit mais en fait, tu peux vraiment changer les choses quoi. Quand tu t'es un peu bullish ou quand tu crois dans ce que tu fais, et tu peux faire bouger les choses quoi. Et le truc qui m'a vraiment fait plaisir, c'est qu'on est passé dans Libération. Donc Libération avait parlé de nous, ça, tu vois. Et mon père lit Libération. Et il m'a dit, t'es dans Libération? Je dis, bah regarde papa, il parle de moi dans Libération. Et j'ai l'impression que ça avait cranté un peu le côté, ah mon fils, tu vois, il fait un truc quoi. Mes parents jusqu'à TF1, ils étaient pas sereins. Ils comprenaient pas, ils croyaient pas. Ils étaient pas sereins, non, pas du tout. Comme beaucoup d'entrepreneurs, enfin comme beaucoup de parents. Ouais, ou comme parents, quand j'ai vendu TF1, ma mère elle m'a dit oui, tu sais, si tu mets 100 € de côté tous les mois, tu sais, à la fin de l'année, ça fait c'est pas mal et tout, il faut que tu protèges. Tu vois, c'est l'ancienne école quoi. Mais ouais. Avec parfois un peu de bon sens. Avec parfois un peu de bon sens, même souvent beaucoup de bon sens, hein, franchement. Mais c'est juste, j'ai 2 parents de docteurs, donc pas entrepreneurs et plutôt, tu vois, différentes générations. J'avance parce que je sais qu'on est timé. Time left. Ouais, donc on avance. On part avec la Riviera, sans lendemain, pour parler de toute la phase de rapprochement, de négo, de séduction, de bataille. Pourquoi ce son? Mélancolique, ça avance pas, un pas en avant, 2 pas en arrière. Ça semble bien. On est la tête dans les nuages. Mais on est que la tête dans les nuages. Pour l'instant, il n'y a rien qui avance. C'était beaucoup de up and down cette période. Beaucoup de up and down. Ouais, je fais cette chanson pour le côté un peu rêveur, tu vois, un peu tête en l'air. Il va se passer des trucs, mais on sait pas, on se projette. Très bon ça. Avant TF1, il y a eu d'autres approches, d'autres tentatives d'approche par d'autres acteurs. Ouais, parce que au moment où ça a commencé à se concrétiser avec TF1, on s'est dit on va prendre un banquier d'affaires. Voilà, chose que je ne recommande pas de faire. Mais il nous a dit, voilà, donc on a pris un... Il est faire, Sacha, parce qu'il pourrait essayer de voilà, en tout cas, à l'époque, challenger un peu. Hein. C'était une autre génération, c'est plus comme ça maintenant. Non, on nous dit, va voir ce mec. Enfin, il y avait 2-3... Comment il s'appelait? Je me souviens plus. Il y a des cabinets, apparemment. Vas-y, balance. Non, je sais pas. Il y avait 3-4 mecs connus sur la place qui sont des mecs que tu t'appelles pour faire monter les négos, tu vois. Et ils disaient, non, mais si t'as que TF1, c'est sûr que les autres vont être intéressés, donc on peut faire monter les enchères. Je suis bon. Donc on prend ce mec, qui au final gagnera beaucoup pour avoir pas fait grand chose, et il nous dit, bah faut aller voir les autres. Et donc on a commencé à aller voir les autres. Donc Webedia, Prisma, M6, on les a tous vus. Et on a fait la petite tournée des popotes. Et on a commencé à utiliser ce côté-là pour faire monter les enchères côté TF1. Et à un moment donné, il y a eu une sorte de sweet spot. On s'est dit, ok, là, si on commence à pousser trop, ça va drop. Et donc finalement, on est assez rapidement, au bout de 1 mois, je pense, 3 semaines, on est vraiment rentré dans la seringue. On se dit, ok, bon, ça va le faire avec TF1, on va aller jusqu'au bout du truc, et tu vois, voilà. Mais on a parlé avec tout le monde, ouais. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, t'avais peur que TF1 te drop? Non, en fait, au début, on n'avait pas envie de TF1. Après, on s'est dit, ça serait quand même cool si on fait ça. Ensuite, on s'est dit, le deal fait sens. Il pourra faire sens avec d'autres. On avait parlé avec Webedia, qui était, nous, ça nous intéresse aussi, mais ça sera 2 fois moins. On vous donnera forcément 2 fois moins que TF1. M6, ils étaient loin à la détente. Et donc, au final, on s'est un peu retrouvés à faire le truc avec TF1. Et au bout d'un moment, les négos, ils étaient là, bon, les 2 petits jeunes, vous êtes gentils, mais détendez-vous. Enfin, on n'était pas non plus... je sais même pas combien de chiffre d'affaires on faisait à l'époque, mais pas énorme. Je sais même pas si on faisait 1 million de chiffre d'affaires. On était vraiment petits, on était 30 pèlerins dans une boîte, dans un bureau dans le 11e à faire 1 million de chiffre d'affaires.
qui est ok, hein, mais c'est juste qu'on... 31 millions, oui, c'est... Ouais, tu vois, et donc même le banquier d'affaires, moi, il a dit les gars, détends-toi garçon. Donc voilà, et après on a aussi fait en 2 temps, hein, c'est-à-dire qu'on a fait une partie upfront et une partie en out, qui a été aussi le truc décisif. Alors, que je donne dans le médium qui est en ligne de mieux vaut 1 que 2, tu l'auras. Ça c'est mon plus gros clair, hein, c'est clair. T'évoquais tout à l'heure les premiers échanges avec TF1, juste pour rentrer encore une fois dans le détail, parce que finalement M6, Webedia, Prisma, ça arrive après, en fait, une fois que vous sentez qu'il y a l'intérêt de la première chaîne. Comment ils rentrent en contact avec vous? Tu reçois un mail, un appel? Les autres Non, de TF1. Ah, TF1. De TF1. Encore une... c'est les premiers. Ouais, super bonne idée de mon associé, qui est, comme tu verras, encore très business. Elle m'a dit, voilà, pour y réussir, il faut qu'on s'entoure bien. Donc, elle a créé une sorte de shadow comex. Elle m'a dit, on va prendre 3 nanas ultra puissantes dans leur métier et on va essayer de les faire nous coacher. Et donc, elle a démarché 3 femmes, dont Sylvia Tassan, qui était à la régie de TF1. Et donc, pendant plusieurs mois, une fois tous les 2 mois, je crois, on les invitait à prendre un petit déj. Ces 3 femmes, il y avait la DG d'Off Féminin, il y avait Sylvia Tassan et j'ai oublié son nom, l'autre, de Unibail. Et donc, on faisait ça. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on a eu ce contact avec cette femme-là, de chez TF1. Et elle a dit, voilà, elle nous a donné l'info. Elle nous dit, en tout cas, le digital, ça devient un truc. Et puis, comme on lui parlait de tous mes problèmes, elle avait accès à tout. En fait, ça s'est fait assez naturellement. C'est comme ça qu'on est arrivé chez TF1. Vraiment smart, Laure. Laure était vraiment smart sur ça, carrément. Donc, ils vous disent, il y a un intérêt pour TF1 sur le digital, mais pas un intérêt de TF1 pour Minute Buzz encore. Donc, comment ça va? Elle a poussé notre dossier en interne et en fait, c'est ce truc de faire l'audit de 10K et à la fin des 10K, donc restitution au COMEX. Là, je te fais pas de hop, stop, tu peux dérouler. Non, direction COMEX, incroyable. Donc, on voit tous ces mecs et tout, bon. Et ensuite, on se dit, allez, on va faire une presse, on va leur dire ce que nous, on pense d'eux, enfin, comment notre perception de TF1 sur le digital. Donc, tu vois, c'était l'idée, c'était de se dire, nous, en tant que, c'était quoi le nom à l'époque? Quand t'es natif digital, non, il y a un nom, digital natif. Donc nous on est digital natif et donc on disait nous on est digital natif, donc on va vous faire ce qu'on pense de vous. Et donc là on fait la presse, donc on va au Comex. Putain, petite pression, première fois que je vois Gilles Pélisson, il est là, ils sont tous en U là. Donc on arrive, et là on me dit sape-toi bien, je dis ah non, moi c'est basket t-shirt direct, tu vois on envoie quoi, tu vois on est des digital natifs. Et là on fait la presse et le moment marquant de la presse. Avec un TF1 barré. Non, le moment de la presse, il fait vous faites je sais plus des vidéos sur internet, c'est très bien, vous en faites je sais plus ce que je leur dis, 200, peut-être il devait faire 200 millions à l'année de vidéos vues, un truc comme ça, tu vois. Ou non, il dit pas, et je crois que Gilles Pélisson il s'arrête, il dit ah non, nous on fait quand même beaucoup, combien de vidéos vues on fait, tu vois. Il dit à un mec dans la salle et le mec il fait oui on fait 200 millions. Et là je regarde, je fais ouais 200 millions c'est cool, mais 2 milliards c'est mieux, c'est ce que nous on fait. Boum. Et là il fait comment ça? Je dis nous on fait déjà sur les réseaux sociaux 2 milliards de vidéos vues, donc tu vois. Après c'était des vidéos vues social media, c'est pas du tout la même chose qu'une vidéo vue sur un player TF1 qui monétise. Évidemment. Complètement différent de game, mais j'ai vu dans ses yeux, il s'est dit, tu vois, il a bugué, tu vois. Et je pense que c'est là où on a marqué des points. Et donc après, de fil en aiguille, c'était début septembre, et après, pendant 2 mois, il faudrait peut-être qu'on fasse des trucs ensemble, et voilà, et puis ça a monté, quoi. Et à la fin, je finis à faire cette fameuse photo qui est, je pense, disponible sur Internet, où je suis avec Gilles Pélisson et Laure. On lui a acheté des baskets, des Air Force rouges, et on a tous les 3 des baskets rouges. On lui a fait mettre les baskets, et tout le monde a un pied devant, et on est tous les 3. Enfin bon, voilà. C'est le petit truc drôle. On a fait mettre des baskets à Gilles Pélisson. Dans les montagnes russes, alors tu as évoqué quelques sujets un peu clés, mais tu vois, tu disais ça a vraiment eu... c'est vraiment ascendant, la tension, puis ça se redescend, puis... Une fois que tu es dans la seringue, là, il se passe quoi? C'est toujours la difficulté de maintenir le business et de faire tous ces rendez-vous qui sont ultra chronophages parce que après c'est TF1, donc très gros corporate, il y a beaucoup de mecs autour de la table, tu fais des réunions, il y a beaucoup de gens qui servent à rien, il y a beaucoup d'emails, c'est très laborieux pour au final une petite boîte. Là je vois qu'on a relevé des fonds avec TF1, avec Time Left en 2021, putain rien à voir, c'était super simple quoi. Je pense que c'était vraiment le côté corporate, pour eux c'était leur vrai premier deal d'un truc un peu qu'ils connaissent pas trop, je pense. C'est leur première paire dans le social media digital, donc je pense que ouais, c'était assez lourd de mémoire. Et heureusement on était 2, donc Laure faisait plutôt cette partie-là et moi pendant que j'essayais de construire le futur de Minute Buzz, quoi. Mais
Ouais, on a fait pas mal de rendez-vous à TF1 où on va chez eux. Je me souviens avec le banquier d'affaires, on sortait de TF1, on se mettait dans le petit parc à côté pour débriefer. Faudrait qu'on fasse ça, faudrait qu'on fasse ci. Et puis on revenait, et puis t'allais voir. On avait un VC aussi, parce qu'on avait levé 1 million. Ah oui, on avait les business angels du début, mais on avait levé 1 million aussi en 2014 avec Minute Buzz. Donc on avait aussi ce VC là. C'est lui d'ailleurs qui nous a présenté Corinne Leibovitch aussi. Donc non, il y avait tous ces trucs là. C'était beaucoup de trucs. Mais moi j'étais plutôt protégé. C'est quand même plus Laure qui gérait ce truc là. Et entre vous, il y a pareil des discussions notamment avec Laure. On y va pas. Enfin. Ouais, on est toujours à s'aligner, même jusqu'à la fin, même quand ça a été ultra compliqué à la fin, on a toujours été soudés. On a vraiment fait une belle aventure de 10 ans ensemble et ça s'est très bien passé jusqu'à la fin entre nous. Il n'y a pas eu de tension sur ça, quoi. Après, on s'engueulait. Comme tout associé, il y a des sujets. Il y a des sujets, mais je veux dire, on n'a jamais été l'un contre l'autre. Voilà, on a toujours été, il y a eu des tensions. Et jusqu'au bout. Et jusqu'au bout. Parce que dans les moments où ça devient tendu, et on va le voir sur la fin en l'occurrence, t'as des associés qui parfois Ouais, bien sûr. Moi, je pense que d'ailleurs, la plupart des business meurent à cause des problèmes d'associés. Je pense que c'est un des plus gros facteurs de. Tu peux ne pas croire, tu peux être sûr. Ouais, c'est ça. Et donc, dès que les sommes deviennent importantes, dès que, voilà, les chemins de vie aussi, tu vois. Je pense que de 25 à 35, voilà, quand t'as 30-40, tu vois, t'as des chemins de vie qui sont différents, quoi. Ouais. Dans ce cas, je propose d'avancer un peu, parce que toute cette phase justement où ça va se tendre, je pense que ça va intéresser beaucoup d'entrepreneurs. Alors certains convaincus qui vont dire j'appelle ça, beaucoup qui l'ont vécu et beaucoup qui n'ont pas envie de le vivre. Donc on y va avec Sons 2020 Official Video 2020. T'as le droit, hein. Tu peux y aller. Je sais pas chanter. On lance des carrières ici. C'est carrière. Donc là, on va accélérer vachement parce que, je crois qu'il nous reste qu'une 40aine de minutes. 2, t'as toute la phase des 2 ans. Et je vais juste faire un arrêt là-dessus. Là, on peut parler de melon. Ouais. 2017-2018, c'est la création d'un melon. Voilà. Alors, comment créer un melon ? Comment on crée un melon ? On lui fait croire que c'est le roi du monde. Maxime Barbier. Petit tuto. Alors, vendez votre boîte, encaissez X euros et non, t'as le super pouvoir parce que on a eu la chance de Minbuzz de surfer sur une vague de ouf. On a été les premiers à être 100% social, 100% vidéo. Donc, poussé par Facebook qui commence à envoyer des vidéos vues comme Jaja. On gagnait des followers en permanence. On lance des marques. On dit à TF1, on peut plus voler les vidéos, maintenant il faut les créer. Donc on s'est dit, ça veut dire quoi ? En fait, on va devoir avoir un studio. Et on est parti pas en rime, on est parti à fond, quoi, tu vois. Donc on a pris 1600 mètres carrés de bureau à Canal Saint-Martin, on a eu un studio fond vert, on avait un studio cuisine, on avait un studio avec un stage. On avait des gens qui passaient dans tous les bureaux, on était une entreprise libérée, flex office, j'ai mis tous les mots-clés qui sortaient à l'époque. Maintenant, il faut rajouter IA. Et ouais, il n'y avait pas à l'époque. Et ouais, donc 2007, grosse croissance, le chiffre d'affaires double. 2018, le chiffre d'affaires double de mémoire. On passe de 30, tu vois, à 80, 90. On avait une happiness manager. On avait tous les trucs, je me souviens à l'époque. Tous ces trucs bullshit, là, à l'époque. C'est pour ceux qui nous écoutent, le bonheur des salariés, c'est pas du baby-foot et des popcorn et des canettes de coca, c'est plus que ça. Donc voilà, et donc là, c'est assez dingue. Et il faut de kombucha. Et après, la final touch, je tombe sur un mec aux US qui s'appelle Gary Vee, qui a un format qui s'appelle le Daily Vee, où il commence donc c'est en 2017, ouais, il commence en 2017, il commence à se filmer tous les jours. Il y a un mec qui le suit en permanence au bureau et donc il fait ce qu'on appelle document, don't create. Donc il s'est dit, je vais documenter ma vie d'entrepreneur et en fait ça va faire du contenu, tu vois. Moi je me dis, écoute, j'aime bien la caméra, j'ai des bureaux sympas, je suis en pleine croissance, peut-être que je peux faire pareil. Et donc j'ai lancé le Daily Max et pendant 7-8 mois, il y avait un réalisateur qui s'appelait Samy qui m'attendait au bureau tous les matins
Et dès que j'arrivais, il mettait le micro et il me suivait toute la journée. Il filmait non-stop. Et donc, je faisais 10 minutes de vidéo tous les jours sur YouTube et sur Facebook où je documentais tout. Donc, tous mes meetings étaient filmés, toutes mes réunions étaient filmées. J'allais au sport et donc ça s'appelait le Daily Max. Attends, c'est quoi la phrase d'un coup? C'est énergie, vous êtes dans le Daily Max. Un truc comme ça. Je comptais toutes mes phrases comme ça. T'es replongé. Et il replonge. Sortez-le. Et donc, ouais, maintenant, c'est ce qu'on appelle le founder marketing, tu vois, où tous les fondeurs font ça. Enfin, en tout cas, une grosse partie des fondeurs. Et moi, je l'ai fait en 2017 et donc c'était marrant. Des fois c'est un peu bullshit hein. Ouais, mais franchement, le format était incroyable. C'est juste qu'en France, on n'est pas prêt à ça. Je me faisais clasher dans tous les sens. J'étais le Kim Kardashian de l'entrepreneuriat, donc tu vois, ce qui n'est pas le meilleur compliment qu'on peut te faire. Donc à un moment, j'ai arrêté, mais ouais, c'était. Après, elle a su le monétiser. Ouais, tu l'as pas monétisé pas autant. Mais ouais. Là-dessus, qu'est-ce qu'il y a de réel et qu'est-ce que t'es obligé de cacher parce que tu peux pas tout montrer, tu peux pas tout dire, t'as des deals en cours, tu peux pas les faire sauter C'était assez fluide, en fait c'était un mix de... Moi j'adore le contenu, j'ai toujours créé beaucoup de contenu, donc moi j'avais mes contenus à l'iPhone que je faisais en permanence dans la journée, moi-même avec mon truc, et lui il me filmait de loin sur les différentes choses, donc les interviews que je faisais c'était ok, les meetings avec mes équipes c'était ok, et puis en fait lui il filmait en permanence, et à la fin il savait ce qu'il fallait pas dire, ou je disais écoute ça par contre tu cut. Et donc c'était très drôle quoi, tu voyais toujours un mec, et donc quand j'allais dans les soirées il y avait un mec qui me suivait de loin, je faisais des vidéos au sport et tout, donc c'était vraiment, je copiais ce mec là, Gary Vaynerchuk. J'ai raté ça. Ouais. Et on peut le retrouver quelque part. Ouais, sur Facebook, si tu tapes Daily Max, tu verras tous mes épisodes sont encore présents. Après, il part dans 40 minutes, mais tu peux le suivre hein, si tu... On peut passer la journée ensemble. Exact, une journée avec Max. Mais non, maintenant, tu vois, c'est très courant. Maintenant que tu es dans le réel, tu devrais avoir 100 000 personnes qui te suivent au quotidien, comme ça, dans la rue. Ouais, mais c'était un format top. Et c'est vrai que ça fonctionne. Après, il faut le faire quand tu as une boîte où il se passe plein de trucs. Quoi. C'est sûr que... sinon, ça peut être chiant. Sinon, ça peut être bizarre. Alors aujourd'hui, j'ai rien fait pour la deuxième fois consécutive. Je cherche l'inspi. Mais non, c'était vraiment ça. C'est un truc qui j'aurais pas dû l'arrêter, je pense. Mais sous la pression de tout le monde, on m'a dit ok, là, faut que t'arrêtes. Et donc j'ai arrêté. Ça, c'est un truc. C'est quoi la pression de tout le monde? Parce que là, autant que tu te fasses clasher en ligne, tu seras pas le premier, tu seras pas le dernier. Bah, c'est plutôt en déjà interne, à l'époque, on n'était pas beaucoup à faire ce genre de truc. Ouais. Donc c'était quand même l'espèce d'ovni. Putain, mais c'est qui ce mec, tu vois? Et mes commerciaux, ils disaient putain, on va en rendez-vous, c'est relou, tout le monde se fout de ta gueule. En agence, t'es un cliché. Enfin, tu vois, il y avait un truc un peu dur pour les équipes. Et mine de rien, t'es un média, tu représentes ton média, t'es exposé. Donc TF1, mon associé, tout le monde dit écoute là, franchement. Faut savoir écouter aussi. Ouais, faut que tu te détendes. Et donc, je me suis. Ça commence à te faire péter des deals. Ouais, ça faisait péter des deals, ouais. Enfin, pas péter des deals, mais les équipes en interne en avaient marre. Tu vois. Et puis t'imagines, tu vois ton boss, tu vois le CEO de la boîte qui passe, t'as un mec en caméra qui suit. Et donc le melon. Est-ce qu'à l'inverse, ça t'a apporté quelque chose? Bonne question. Je pense que ça, c'est comme tout, tu vois, quand les gens me disent t'es à l'aise à la caméra, j'ai fait des centaines et des centaines de facecam. Donc en fait, ça a été un bon apprentissage sur la création de contenu, voir le contenu. En fait, dès que j'arrivais, je me dis attends, vas-y, viens, filme ça parce que je vais dire ça. Attends, en fait, tout devenait contenu, et donc ça m'a vraiment aidé dans cette sensibilité de création de contenu. Donc j'ai eu un apprentissage, on va dire, là-dessus. Ça m'a aussi le public speaking, donc j'ai appris à parler, à être à l'aise à l'écran, à l'aise devant les gens et tout. Donc je pense que ça a été un bon skill, tu vois. Et pour la boîte? Pour la boîte, je sais pas. Je pense que sans ça aurait pas changé grand-chose. Ça nous a mis dans la tête des gens. Donc moi à l'époque, un peu moins maintenant, mais je disais un bad buzz, ça reste un buzz, tu vois. Donc ça faisait du bruit autour de nous et j'étais connu et voilà. Mais enfin connu dans le secteur agence digitale média. Mais est-ce que c'était positif ou négatif? J'aurais dit peut-être un peu positif au début, ça devenait un peu négatif à la fin. Ouais. Un peu comme l'histoire du rachat. Super transition, Maxime. Le mec est préparé. Tu vois qu'il y a du métier. Un peu, ouais. Là, j'accélère volontairement, mais tu disais, on a eu un upfront au moment de la session, donc fin 2016-2017. Ouais. Pendant 2 ans, ça va être globalement l'euphorie. L'euphorie, tout se passe bien. Vous n'irez pas jusqu'à Boulogne?
Non. Jamais. Never. 1600 mètres carrés de bureau. C'est combien de collaborateurs à la fin? On était 85, on sous-louait une partie, mais on avait 500 mètres carrés on avait 4 studios de création de contenu. Ça, c'était assez ouf. Mais à 3 mois de la fin, donc le moment où... Parce que la ligne d'arrivée, j'ai envie de te dire. Ouais, la ligne d'arrivée, ou en plus à la ligne d'arrivée, en l'occurrence quand tu vends ta boîte, t'es censé avoir un chèque. Ouais. C'était le but, c'était de se dire on a une partie maintenant et une plus grosse partie après, qui est un mécanisme très connu. Ouais, mais du coup le ratio entre l'upfront et le earn-out, c'était 40-60. Non, ça ne marchait pas comme ça, c'était plutôt on avait un montant fixe au début et ensuite tu avais une sorte de multiple qui fait que plus tu réussissais et plus tu avais, donc c'était pas du tout pensé comme ça, mais à la finale heureusement qu'on ait l'upfront parce qu'il était plus important que ce qu'on a réussi à récupérer à la fin, et c'était 2 années pour construire un truc cool, et l'année 2019 qui était l'année fatidique, celle qui comptait. Et oui, on voyait le truc arriver. On se disait tu vois. Enfin, on n'y avait même pas. Enfin, on savait que ça allait arriver, mais dans ma tête, on n'avait pas du tout. On n'était pas en mode, allez, dans 3 mois, on va s'arrêter, parce que en fait, on avait la fin d'un out fin 2019, mais potentiellement, on pouvait rester à la tête, quoi. Il y a pas de. C'était pas le 1er janvier. Merci, au revoir. Sortir, ouais. Donc, à aucun moment, on s'était dit, il faut qu'on prépare la suite. À aucun moment, on s'est dit, ça y est, on va sortir. C'était pas du tout le timing pour nous, quoi. Pas du tout. C'est pour ça qu'on est un peu tombé de notre chaise. Et 3 mois, justement, avant l'échéance. 15 octobre. Merci, au revoir. On te dit du jour au lendemain. Ouais, pour ceux qui nous écoutent, sachez que quand vous lâchez plus de 50% du capital de votre boîte, c'est plus votre boîte, c'est la boîte de quelqu'un d'autre. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on n'était pas salarié, on était mandataire social. Et donc, t'es pas soumis aux mêmes règles. Et donc, conseil d'administration, hors du jour, toi tu dégages et toi tu dégages. Oui, il n'y a pas de période d'essai du coup. Non, il n'y a pas de période d'essai, il n'y a pas de préavis, il n'y a pas de. Tu passes pas par la case départ et tu touches pas 20 000 euros. Ni le chômage. Et ni le chômage. Et d'ailleurs, ça, c'est un des trucs, ça, c'est un des vrais gros trucs que j'aurais bien aimé changer, c'est ça, c'est que j'ai jamais cotisé, au final, à cause de ça. Et donc, quand je suis sorti du deal TF1, 0 chômage, merci, nada, au revoir, quoi. Et donc ça a été le truc, j'aurais bien aimé revenir en arrière. Je suis obligé de dire ici qu'il existe quand même des solutions pour les entrepreneurs, comme la GSC, qui te permettent justement, en cas de chute ou de sortie. Très mal accompagné, nous, à l'époque, très très mal accompagné sur ce truc-là. On aurait dû le passer. En fait, on était mandataire social au démarrage parce que moins coûteux pour la boîte, pour tout le monde, etc. Mais au moment où on a fait TF1, on aurait dû passer salarié. On aurait dû changer de contrat de travail. C'était dans l'ordre du temps, mais encore une fois... En fait, ce qui nous a fait défaut, c'est de se dire mais je suis toujours le CEO. Enfin, d'ailleurs, c'était Laure la CEO, moi j'étais le DG. On est les patrons de notre boîte, quoi, tu vois. Non. Tu l'es pas. Alors, c'est... Ouais. Qu'est-ce qui a fait, parce que tu dis du jour au lendemain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a tendu la relation? Qu'est-ce qui a... Daily Max. Franchement, on sait pas le fond du fond. Le seul truc qu'on sait, c'est que ce jour-là, on est convoqué et qu'on est débarqué. Notre intuition, c'est de se dire, il y avait une partie du chèque qui allait être plus importante que prévu et que c'était pas à l'heure du jour. Le groupe TF1 à l'époque, dans le digital, ils ont pas fait les bons paris, ça allait pas très bien. En fait, ce qui a aussi changé, et c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'au début, il y a que Minute Buzz, on est un peu la petite pépite. Moi, je me souviens, on allait dans l'amphithéâtre de chez TF1 avec tout le board. Enfin, on était les petits rois, tu vois, les petits rois soleil, quoi. On était le nouveau truc. Et après, ils ont enquillé, ils ont fait au féminin Marmiton, le groupe digital est devenu très très gros. Et d'un coup, tu deviens c'est comme si t'es le premier de la famille et puis il y a une fratrie de petits frères qui débarquent et toi t'es plus le chouchou, quoi. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et donc nous, ce qu'on pense, c'est juste ça, qu'en fait ils avaient pas prévu de faire un earn-out, quoi, tu vois, tout simplement. Et donc ils nous sortent. Comment ils vous disent quoi? Merci. Ils nous disent mauvaise performance, qui était pas vrai. Mais je vais voir les avocats, ils nous disent qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Voilà. Et c'est juste que techniquement, ils ont le droit de te sortir, donc ils nous ont sortis. Et moi, je suis sorti de cette tour TF1. Ça dure combien de temps, ce débarquement? 4 jours. Non, ils vous reçoivent? C'est mardi, on sort vendredi. Ok. C'était ultra rapide. Et la discussion pour vous dire, les gars, mauvaise performance. Non, en fait, c'est pas une négo, en fait. Il y a pas de je pense que t'as fait une mauvaise performance, c'est juste je te sors, quoi, salut. Enfin, je te donne l'info. Oui, mais à partir du moment où c'est eux qui te virent, t'es pas en faute.
C'est là, après, je veux pas rentrer dans les détails parce qu'on a des clauses de non-dénigrement. C'est juste que, après, t'as les faits, t'as le papier et t'as la réalité. La réalité, c'est que, qu'est-ce que tu veux faire, quoi. Tu vas attaquer TF1, ça va te prendre 5 ans, Donc voilà, et ce qui se passe, c'est que le vendredi, donc je sors, je contiens mes larmes jusqu'à la fin, on sort là, on éclate en larmes, Laure et moi, pire chose qui me soit arrivée de ma vie, entrepreneur à l'époque. Et aujourd'hui, c'est littéralement la meilleure chose qu'ils auraient pu me faire. C'est un cadeau du ciel, ce truc-là, parce que ça m'a vraiment remis dans un autre chemin. Mais voilà, et donc là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On est fin mi-octobre, quoi. On va parler de la nouvelle vie. Non, t'inquiète. Non, c'était encore entendable. Tout à l'heure, quand tu disais que tu conseillais pas de prendre un banquier d'affaires. Ça lui a pas plu. Sacha, il prend du temps, mais en fait, ça lui reste en travers de la gorge. Non, c'est pas ça, mais c'est pas ça, mais enfin. Il y a plein de points de vue. Il y a 2 écoles. Il y a plein de points de vue. Mais il y en a une qui est meilleure que l'autre. Non, mais c'est comme les chasseurs. Il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Ouais. Non, c'est à notre taille de boîte, je pense. Qu'est-ce qu'il y a, par exemple, est-ce que tu penses que tu as eu des mauvais conseils sur les earn-out, tu as eu des mauvais conseils sur le fait de pas plus cash-outer, sur le fait qu'on t'explique pas plus en amont que ça allait plus être ta boîte vraiment, tu pouvais te faire débarquer. Non, c'est ça. Le premier truc, c'est qu'il y a un désalignement quand même entre le banquier d'affaires et toi. Le banquier d'affaires, il veut faire le deal. Et que tu le vendes là ou là, il a de toute façon un pourcentage qui fait qu'il va quand même bien gagner sa vie. Donc ça, c'était un peu le premier truc. Je trouve il poussait vraiment beaucoup pour... Et donc, on a poussé. Donc, il a bien fait son rôle. Hein. On a augmenté la valo. On a fait 3 fois. Hein. Entre le moment où les premières discussions et la fin, on est passé de 3 à 10, tu vois. Donc, cool. Mais en fait, on a survendu. Et comme c'était survendu, et forcément, c'était de la promesse. Attends, détendez-vous les enfants. Mais ok, vous pensez que vous allez faire ça, très bien. Mais on vous donne un petit peu maintenant. Et on va faire ça ensemble. Et c'était trop un petit peu maintenant et 2 tu l'auras. Et je pense que en fait on n'était pas prêt pour être vendu à cette valeur-là, je pense. Et donc ce qui aurait été fallu, c'est d'avoir un truc plus raisonnable et peut-être prendre un peu plus au début et peut-être un peu moins à la fin, mais d'avoir un truc qui soit, je pense, plus balancé que ce truc un peu stratosphérique où au final... ok, sur le papier, ça peut être incroyable, mais il y a trop de... Mais sans trop épiloguer sur la question du banquier, je pense que le banquier, à ce moment-là, son rôle, c'est de te dire la valo, en fait, c'est pas le sujet le plus important. C'est vraiment pas parce que une valo, ça peut tout et rien dire. T'as la valo de l'entreprise et puis t'as ce que tu touches en cash, ce que tu touches en papier, ce que tu touches en earn-out, etc. Et je pense que c'est ça c'est ça la clé. Et surtout quand on parle, et c'est pour ça que Thomas disait 3.0, fait 8.0, merci Thomas, tout à l'heure, c'est que en fait quand tu t'adresses à un sujet innovant, un sujet tech, où il y a beaucoup d'incertitudes, les calculs, ils sont difficiles à faire, c'est difficile de se projeter, c'est difficile de faire un business plan, et donc il faut te sécuriser. Après, on n'était pas du tout tech, faut pas oublier que c'est 2019, on est un média très classique, production de contenu, et donc on était moins... Mais pour le digital, c'est pas encore clair de... Ouais, mais après, je vais pas me... Comment dire, faut pas oublier, j'ai gagné de l'argent, qui était très très bien à 31 ans. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très bien, c'est juste en fait tu veux toujours essayer de dire comment j'aurais fait les choses différemment. C'est normal. Mais c'est un super chapitre de ma vie. Moi, ce qui a été aussi très important, c'est que je finisse l'aventure avec mon associé, tu vois. En pleurs. Non, on a fini vraiment bien. Et donc... Justement, qu'est-ce qui t'a fait passer, donc t'étais en pleurs ce jour-là, comme tu l'as dit, vous étiez en pleurs tous les deux parce que c'était un choc. Comment t'es revenu? En combien de temps et comment t'es revenu des cendres? Tu veux 3 cartons jaunes d'un coup, toi. C'est le coup d'après. Juste pour la partie sympa, la partie sympa, c'est la fin 2019. Fin 2019, après, on dit ok, on se prépare. T'as la préparation, donc avocat, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu rentres dans le truc. Bon, tu vois, qu'est-ce qui est possible de faire? En fait, tu te rends compte que pas grand-chose parce que on parle de TF1 quand même, tu vois. Voilà. Dans le deal qui a été signé, il y a normalement la manière de résoudre un conflit. Est-ce qu'il est stipulé, je sais pas, que ça doit passer par un tribunal arbitral, une médiation?
Enfin, ouais, mais les étapes, généralement, c'est pas comme ça. Les étapes, c'est la première, c'est déjà, on essaie de discuter entre nous. Tu vois, là, tu dis, bon, ouais, les gars, ok, qu'est-ce qu'on fait, quoi, pourquoi? Et après, tu sais, avocat, discussion, et après, tu essaies de sortir l'artillerie lourde. Mais ce que nous ont conseillé les avocats à l'époque, c'est déjà essayer de trouver un deal, quoi. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Ça a pris 3 mois, mais on a trouvé un deal et on est passé à autre chose, qui était pour moi la bonne chose à faire, parce que 2 mois plus tard, Covid, et j'étais bien content d'être en train de surfer en Australie. Rêve numéro 1. Quoi? Rêve numéro 1. Rêve numéro 1, exact. Pour projeter ce type de deal où du coup tu pars pas en contentieux, tu te prends pas des années de procès avec aussi des frais d'avocats qui peuvent être importants, et puis bon, en l'occurrence tu batailles contre un gros qui a pas de sujet de moyens et qui même est parfois prêt à dépenser plus pour avoir raison que pour libérer un entrepreneur. La part de négo entre eux, et vraiment fais-moi très large, hein, c'est juste pour projeter, entre ce qui aurait pu être payé si tout s'était bien passé et en fait ce que tu acceptes à la fin pour sortir vite de ce sujet-là et du contentieux, c'est divisé par 10, c'est divisé par 3, non, c'est divisé par pas loin de 10, j'aurais dit 8, ouais. On a pris beaucoup moins que ce qu'on aurait dû prendre, mais il y a un truc qu'il faut que maintenant, avec le recul, je me dis. Mais il vaut mieux ça que deux, tu l'auras. Ouais, mais déjà, exactement. Mais il y a aussi le poids du truc psychologique, en fait. Je me souviens et donc c'est là où on était un peu tendu avec mon associé. Vas-y, on essaie de plus. Viens, on tourne la page, en fait. Et même si c'est beaucoup moins que prévu, le moment où on a tourné la page, mais soulagement. Ouais, et moi j'ai 2-3 potes qui sont dans des galères comme ça où ça fait 2-3 ans. Il y a pas que l'argent, il y a aussi le poids psychologique du truc. Mais il y a un sujet à un moment de j'ai raison et te moque pas de moi. Oui, mais oui, mais non, si tu mets d'un côté j'ai raison et je veux avoir raison, et il y a l'impact sur ta vie. C'est vrai. Tu vois, et je pense qu'à un moment il faut peser les deux. Alors attention, j'ai pris aussi d'un front qui fait que je suis devenu millionnaire à 31 ans, ma vie était cool, et donc si tu veux, mais à un moment je me suis dit ça mérite pas ça, parce que putain, là, c'est lourd, quoi. Ouais, mais c'est super lourd. Il y a quand même un truc qui est vachement unfair dans ce cas-là, c'est que, en fait, finalement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont raisonner comme ça, qui vont se dire, je vais pas rentrer dans un procès qui va me prendre 5 ans, qui va me prendre du temps, qui va me bouffer les nerfs, qui va me coûter du pognon, etc. Parce qu'en face, ils ont des armées d'avocats, etc. Sans la certitude de gagner à la fin. Sans la certitude de gagner à la fin. À ce compte-là, tu lâches toujours. Et donc, non seulement à ce compte-là, tu laisses toujours, mais en plus, tu crées. tu crées un précédent. Celui qui rachète, il se dit ça à chaque fois, en fait. Et là. T'en as même qui en font une stratégie. Ouais, mais je sais pas, franchement, je sais pas ce qui s'est passé côté TF1, je sais pas, j'ai aucune vraiment certitude de pourquoi ça s'est passé. Ce que je sais juste, c'est que c'est une histoire. Après, t'es entrepreneur, c'est une leçon que tu prends, et c'est des leçons de vie. Et là, maintenant, ce qui se passe avec TimeLeft, j'ai protégé ça pour faire en sorte que ça n'arrive plus, tu vois. Moi, j'ai été racheté par une boîte qui en a fait sa stratégie. Mais 5 ans, c'est long, je veux dire, faut pas oublier aussi, et t'as 30 ans, 5 ans, c'est long, t'as 35 ans, 5 ans, c'est long, 5 ans à se traîner ce truc-là. Moi, je pense qu'il y a plus de valeur à prendre 1 que 2, tu l'auras, tourner la page, passer à autre chose et rebondir. Après, j'en sais rien, nous, on parle on parle pas de 100 millions qui étaient en jeu non plus, hein. Je veux dire, on parle de montants qui sont plus raisonnables. C'est sûr que si demain t'as 100 millions sur la table, oui, tu peux mais c'est toujours relatif, hein. Ouais, c'est toujours relatif. Toujours relatif. Moi, les conseils, c'est 1, mieux vaut 1 que 2, tu l'auras, et surtout, les gens changent, les priorités changent. Et ça, c'est aussi un truc qu'on a découvert avec le deal, c'est que sur le papier, tout est beau et rose à l'instant T. 3 ans plus tard, t'as pas les mêmes mecs aux commandes, c'est pas les mêmes priorités de la boîte au niveau global. On était le seul truc digital, à la fin, on était le plus petit truc, et donc le futur est tellement incertain que je pense que c'est la problématique de ces deals. C'est pour ça qu'il faut peut-être descendre les valos, gagner un peu moins, mais prendre plus au démarrage, quitte à, au lieu de faire une valo à 10, tu fais une valo à 5 et tu prends un peu plus, tout est plus facile. Je pense qu'on aurait une valo 2 fois moins importante, par exemple, et peut-être des multiples 2 fois moins importants, on n'aurait peut-être pas eu ces discussions-là, en fait. Ouais, je pense que le sujet de la valo, à tout point de vue, hein, même quand tu es en train de lever des fonds, parfois tu lèves des fonds et tu mets une valo très importante, et puis tu te mets beaucoup de pression. Tu mets des clauses qui ont beaucoup de pression derrière. Je pense que c'est un peu pareil, en fait. Le sujet de la valo, ça peut être c'est vraiment à double tranchant. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Bon, en tout cas, à la fin, et c'est pour ça que
on en est bientôt à la 100e de Cash Out. C'est que dans chaque histoire, il y a des trucs où pour l'entrepreneur qui t'écoute là, va se poser les questions. Il fera peut-être pas comme toi, mais en entendant 2, 3, 10, 50, 100, à la fin, tu sais en tout cas sur quoi. C'est pas mal de se décider avant, dans les négos, pendant quand tu es chez le repreneur, pour des sujets de synergie, etc. Et l'après, on va en parler. Très bien. Oh, cette transition. On part avec Eric Price. J'adore cette chanson parce que c'est vraiment la montée. 2020-2021, c'est des années incroyables pour moi. Pendant que tout le monde était confiné. Moi, j'étais ma plus belle vie. Ah, c'est des moments de ouf. Et j'ai fait un podcast il y a pas longtemps et j'ai remercié TF1 de m'avoir viré à l'antenne. Et je les remercie encore. Merci de m'avoir viré parce que sans vous, j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait en 2020-2021. Sympa, ça va partir. Ouais, on attend. J'adore la montée, elle est incroyable. C'est cool ça la musique dans les podcasts, j'avais jamais fait. Bonne ambiance. Alors du coup on monétise pas par contre. Le problème c'est que tu mets du son comme ça, moi j'ai juste envie de poursuivre la soirée. Alors qu'il est midi, qu'il est même pas midi. Donc là, effectivement, nouvelle vie. Tu remercies TF1, en tout cas après coup, de t'avoir viré. Mais là, il y a un sujet, c'est je suis vivant, il me reste du temps. C'est le vide. J'ai eu à dealer avec le vide. On est identifié par ce qu'on fait. Tu rencontres quelqu'un. La deuxième question, c'est comment tu t'appelles. La deuxième question, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, quoi. C'est vraiment, t'es identifié. Et là, t'es plus personne. Ouais, c'est comme ça a été fait en 4 jours. Le lundi qui a suivi, t'es chez toi, t'as plus de boîte, t'as plus d'email, t'as plus rien. Et tu dis, mais qu'est-ce que. En fait, tu vois, et tu sais pas quoi faire. Et donc, déjà, t'es quand même stressé parce que tu dois gérer le sujet des avocats, mais même les journées sont longues, quoi, quand tu fais rien. Et surtout quand t'es plus d'agenda, t'as plus d'agenda, personne t'appelle et tout. Donc, tu commences à rencontrer des gens, ils disent, ah, c'est trop cool, maintenant tu vas pouvoir kiffer la vie. Tu dis, mais je sais pas kiffer la vie, en fait, j'ai fait que bosser. Donc, c'est quoi kiffer la vie? Et là, je commence à déprimer un peu. Et heureusement, tu veux la vraie histoire? Ouais. La vraie histoire, c'est que je suis dans mon appart et je zone sur Facebook, LinkedIn et tout. Puis sur LinkedIn, je reçois un message d'un mec qui me dit, il s'appelle Raphaël. Et il me dit, j'ai appris que tu t'étais fait virer, j'ai toujours envie de te rencontrer, viens on déjeune ensemble. Déjà, je sais comment il sait. Et je vais sur son LinkedIn, je le vois, je dis, ça va être boring, tu vois. Et je passe à autre chose. Et là, je me dis, mais de toute façon, t'as plus personne à voir. Mais je dis, t'as plus le droit de faire ça. Ton temps n'est pas comprimé et tu dois pas rencontrer que des gens qui vont t'apporter un truc, tu vois. Et je relâche, je dis, vas-y, viens, on déjeune ensemble. On déjeune ensemble, super sympa, tu vois, trop cool, quoi, super sympa. Et là, il me dit, mais mec, tu devrais rencontrer des gens et tout. Je dis, mais je fais que ça dans ma vie, de rencontrer des gens, j'en peux plus. Il me fait, non, mais des vrais gens, tu vois, pas des directeurs marketing et des entrepreneurs, des vrais gens. Pas que des gens à qui t'as un truc à vendre. Ouais, et c'est grâce à lui, je lui dis, c'est quoi, t'as raison. Et là, je suis à côté de lui et j'ai la vidéo encore. Je suis à côté de lui au restaurant. On était à Métier sur une terrasse et je fais une vidéo. Parce que j'aime bien faire des vidéos. Ouais. Et les max, non. Et là, je fais, voilà, écoutez. J'ai plus la prothèse. J'ai vu la prod, donc je l'ai fait avec mon iPhone. Et je dis, bon, allez, écoutez. Vous savez quoi, j'ai un défi grâce à Raphaël. Les 100 premières personnes qui vont commenter cette vidéo, je vous invite tous à prendre un café. Voilà, sans inconnu, sans café. Et donc après, je suis parti à faire ces cafés. Incroyable. Bon, évidemment, eux, ils me connaissaient parce qu'ils me suivaient, mais moi, je connaissais pas. Donc c'était vraiment des trucs drôles. Et là, j'ai découvert que les gens étaient souvent déprimés, absence de sens, et qu'ils avaient oublié de rêver. Et je me suis dit, mais en fait, je suis comme eux. Je suis comme tout le monde, en fait, j'ai oublié de rêver. Et donc, je rentrais chez moi. Et la vraie histoire, je sais pas comment c'est possible, je me souviens pas si j'ai tapé un truc spécifique, mais sur YouTube, je tombe sur une vidéo de 4 Américains qui, il y a quelques années, ont fait ça. Ils ont fait une liste de 100 rêves et ils ont parcouru les États-Unis, réalisé leurs rêves.
Bah, je me suis dit, voilà, je vais faire ça. C'était limité comme espace géographique pour rêver. Voilà. Et donc, je me suis dit, je vais faire ça. Et donc, ça m'a donné un sens. Je me suis dit, voilà, je vais faire 100 rêves. Et donc, j'ai fait une liste de 100 rêves. Ça m'a pris une semaine ou deux, je crois. Et pas de les vivre, les faire. Ouais. Et donc, je fais ma liste de rêves. Je suis avec les avocats, rêve. Et ce qui m'a peut-être aussi poussé J'ai préféré les rêves. Ce qui m'a peut-être poussé à me dire, en fait, il faut que je tourne la page. Et donc, la veille de Noël, on trouve un deal. Et mon premier rêve, c'était de partir en Australie, parce que j'avais jamais voyagé tout seul. Je pars en Australie. Je suis en Australie, je fais des trucs de ouf, c'est trop bien. Covid arrive en France, tout le monde est lockdown. Moi, je continue en Australie, c'était la folie, tout le monde était dehors. Et après, j'ai fait mes trucs. Et donc, l'idée de Time Life est venue là-dessus. Donc, tu vois. Attends, rapidement, parce que pour quelqu'un qui ne te suit pas sur tes réseaux, qui n'a pas vu tout ton parcours, les rêves les plus ouf que tu as réalisés. Tu peux pas balancer ça comme ça. Dans les rêves que j'ai fait, j'ai fait le Mont Blanc, une course de 100 km, un Ironman, un combat de boxe, j'ai fait un tatouage, j'ai appris l'espagnol, j'ai lu 200 bouquins, j'ai appris l'acroyoga, j'ai fait un headstand. Ah putain, il en a tellement marre de le raconter. Un deadlift à 180 kilos. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai donné mon sang pour la première fois, j'ai appris à planter un arbre, j'ai fait 10 jours de retraite en silence Vipassana. J'ai été entre 2 arbres au Mexique pendant 4 jours dans la jungle sans boire, sans manger lors d'une Vision Quest. J'ai fait toutes les expériences psychédéliques qui existent. Tout ça en 2 ans. Tout ça en 2 ans, ouais. Pas mal. Quand t'as que ça à faire, ça va vite. Il était à 99 et le dernier, il est en train de le réaliser. Là. Ouais. Merci. On est vraiment ravis. Non, en réalité, t'en as réalisé 88. 88, ouais. Il y a les petits et les grands. Il en reste 12. Il en reste 12. Donc à shout, donc là je vais dès que je sors. C'est très gentil. Arrive là cette idée de Time Left, de faire se connecter les gens, un peu comme tu l'as fait avec Raphaël, un peu comme tu l'as fait avec les 100 inconnus avec qui tu as pris un café. Pour un millionnaire, tu aurais pu offrir un verre autre qu'un café. 100 cafés x 5. Ça va vite. Ça dépend où tu prends ton café. Et donc là, en fait, l'année Time Left. En 4 échecs et un succès. La première idée, c'est de connecter les gens qui ont les mêmes rêves. Énorme fail. Mais alors là, énorme fail. Donc tout le monde est déprimé, enfermé chez eux. Je me dis, les pauvres, il faut qu'ils rêvent. Tu sais, il y avait cette quête de sens. Moi, j'étais pas confiné, mais il y avait cette quête de sens. Je me souviens à l'époque, tout le monde disait, mais c'est quoi la vie? En fait, mon métier, c'est de la merde. Tu vois, j'aime pas mes collègues et tout. Et la première version de Time Left, c'est What do you want to do with the time you got left? C'est une plateforme où tu vois la liste des rêves des gens. Donc tu cliques sur faire le Mont Blanc et tu vois tous les gens qui veulent faire le Mont Blanc. Mais ça avait déjà effectivement été lancé dans les années 2012, je dirais, et ça n'avait pas marché. À la suite du film qui s'appelait Bucket List d'ailleurs, qui a popularisé. Exactement. J'ai oublié le nom. C'était 2 super entrepreneurs. Et ça marche pas. Enfin, j'ai dit bon. Et puis moi, je suis en 2020. Je veux quand même kiffer la vie. Donc 2021, on monte la boîte avec mon associé qui bossait avec moi avant, Adrien. Et on se dit on sait de quoi rêvent les gens, donc on va faire une app qui matche les gens qui ont les mêmes rêves. On lève 2 millions parce que 2021, il y a du cash sur les marchés. On dit voilà. Donc là, c'est beaucoup plus simple de lever de l'argent pour le coup. Oui, j'ai fait Minute Buzz, j'ai une super idée. Tiens, prends 2 millions, va lancer ça aux US. Sur une valo de combien? Sur une valo, je l'ai jamais dit ça. Ouais. Sur une valo que je l'ai jamais dit. Donc non, 2 millions de bien. Voilà. T'as failli m'avoir, mais non. Presque. J'étais pas loin. Et non, on a fait une carton rouge. On a fait une super valo. Et là, on va aux US. 4 mois, je reviens une main devant, une main derrière. Personne m'attendait. Mais énorme échec. J'étais tout seul là-bas, j'ai déprimé. Et ensuite, on revient à Lisbonne où mon associé vivait. On dit les rêves c'est trop grand. Connecter des inconnus avec des choses à faire dans la ville, plus facile à faire. Sauf que là, tu mets un mec avec une meuf, quelle que soit l'expérience, le mec il va essayer de draguer la meuf. Donc les meufs se disent c'est pas safe. Ensuite, on dit on va connecter des groupes d'inconnus avec des trucs à faire dans la ville. On arrive à impossible à scaler le truc. Avec plus d'argent sur le compte, on se dit allez, last shot, et on va dire on va connecter des groupes d'inconnus autour de la bouffe dans des restaurants. Et donc c'est le concept qu'on a lancé il y a 2 ans maintenant et qui a scale. 100 000 inconnus par mois en même temps, tous les mercredis. Donc ça fait pas 100 000 tous les mercredis. On est à 27 000 inconnus ensemble qui dînent tous les mercredis en simultané dans 2000 restaurants à travers le monde. On est dans 63 pays maintenant. On a plus de 2,5 millions d'abonnés, 2,5 millions d'inscrits dans l'app. Donc le business l'année dernière a bien scalé. On a ouvert une ville tous les jours. Le modèle, c'est au dîner, c'est un abonnement.
Tu payes donc tu fais un test de personnalité sur timelife.com ou sur l'app et dès que t'es prêt, tu bookes ta place. Et pour booker ta place, tu payes 15 € si tu veux booker une fois ou sinon la plupart des gens prennent un abonnement à 20 € pour pouvoir booker plusieurs fois, plusieurs mercredis. Et le mercredi, tu découvres... Attends, parce que si tu payes une unité, tu peux pas en faire deux de suite. C'est 15 € pour une fois ou 20 € et tu peux booker tous les mercredis si tu veux. C'est un abonnement. La plupart des gens prennent un abonnement parce qu'ils font plusieurs dîners par mois. Et quand t'es prêt, tu bookes et le mercredi matin, tu découvres dans l'app une reste de restaurant. Et tu vas à la reste de restaurant à 20h et tu te pointes, tu dis que t'es table 1, on t'assoit, et là t'as des gens qui viennent à côté de toi et te disent hey, tu es table 1. Tu es table 1, toi aussi. Moi aussi, c'est fou. Moi, c'est fou. En plus, on a à peu près le même âge, on a les mêmes centres d'intérêt, c'est incroyable ce concept. Et donc à Paris, il y a 1200 personnes tous les mercredis qui dînent ensemble dans 80 restaurants par 2 tables de 6 à chaque fois par restaurant. Ouais, je te pique un petit peu, mais tu vois, ce test de personnalité, est-ce que réellement ça change tout, ou est-ce qu'il y a un peu de narration quand même autour, parce que t'as beau faire un test de personnalité, tu vois, Sacha et moi on est très différents et pourtant on s'aime tant. Statistiquement, les gens similaires sont plus compatibles que les gens opposés, ça a été prouvé et nous on l'a bien vu. Mais du coup tu regardes le niveau d'études. Non, en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand on dit test de personnalité, c'est pas genre un truc fou, c'est que déjà il y a des critères dans le test qui sont importants, donc déjà l'âge, le sexe, la langue, tout ça c'est les critères qui sont très pondérés dans l'algorithme. Tu vas mettre des gens, on sait que par exemple... On vient au ASV sur Caramel, quoi. On va ASV sur Caramel. Non, mais on a assis l'année dernière 1 demi-million de personnes dans des restaurants et à la fin des dîners, les gens peuvent se dire s'ils sont bien entendus. Donc on a une feedback loop et on voit sur la data, on voit que par exemple, plus de 8 ans d'écart entre le plus jeune et le plus vieux, bah ça fait chuter un peu la compatibilité du groupe. Alors, sur le papier, on peut adorer les dîners intergénérationnels, mais entre 50 ans et 30 ans, bah, t'as pas les mêmes discussions parfois, t'as pas les mêmes enjeux. Avoir une balance d'hommes et femmes, avoir une balance d'introvertis, d'extravertis, de pas mettre ensemble les gens qui veulent parler de politique, etc. Donc, il y a deux, trois trucs qui sont... Mais après les gens sont... Là, ça va peut-être pas aller dans le sens de Timelife, mais c'est comme faire un mariage. Et sauf qu'en fait, tous les mercredis, on fait un mariage, on a 1000 personnes qui se présentent à mais notre tu mariage. sais pas où mettre le tonton relou. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, c'est que l'algorithme fait en fonction de ces 1000 personnes. Et donc, oui, sur le papier, on pourrait faire mieux. Mais c'est comme ça. Après, l'avantage de ce modèle-là, c'est que c'est des gens qui sont généralement ouverts d'esprit, parce qu'il faut faire un saut vers l'inconnu. Évidemment. Et l'autre chose aussi qu'on a déconnu, c'est qu'on est des gens plutôt cool dans l'absolu. Hein. Les gens sont cool. On est complètement isolés les uns des autres parce que maintenant on est tous dans nos téléphones et on est déconnectés. Mais vraiment, les gens sont plutôt sympas en général. Hein. Et puis c'est un dîner. T'as pas besoin de me convaincre quand j'y crois. Non, mais c'est un dîner. C'est un dîner. C'est un groupe de 6. C'est dans un restaurant. C'est un truc safe quoi. C'est pas une date. C'est pas un truc chez l'inconnu où tu sais pas trop ce qui va se passer quoi. Et il y a des règles dans le dîner? On donne des jeux à jouer pour qu'ils se détendent, mais la plupart du temps, ils en ont pas besoin. Ils s'en servent pas. Ils s'en servent pas trop, quoi. Ouais. Ça devient un peu triste si t'as besoin d'avoir des sujets de discussion. Non, j'ai des règles genre portable interdit ou tu vois, genre. Non, mais ce qui nous a sauvés à l'époque, c'est quand on a lancé ça il y a 2 ans, on était à Lisbonne et à Paris au début, et ça marchait un petit peu, et on faisait des trucs très manuels. Donc moi, le mercredi midi, j'allais avec mon scooter déposer des jeux de cartes dans les restaurants, on mettait des QR codes pour qu'ils marquaient table 1 et table 2, tu vois, et je dis bon bah attends, on va jamais réussir à scale, hein, s'il faut que je sois avec mon scooter. Et à un moment, on a dit bah tiens, on va faire un test, on a ouvert Barcelone, et on s'est dit on va rien mettre sur les tables. On verra bien ce qui se passe. On envoie, et moi je faisais le customer support avec mon WhatsApp, et tout, je vois il se passe rien et tout. J'appelle le resto le lendemain et je dis bah les gens ils ont trouvé la table 1 et la table 2, et le mec il me dit bah ils sont pas cons, je veux dire je leur ai dit table 1 ils s'assoient, je leur ai dit table 2 ils s'assoient, tu vois. Et je me dis oh là là trop bien, et après donc j'appelle les gens et ils disent ouais bah on n'a pas besoin de questions, tu les as mis dans l'app, c'est bon, on n'a pas besoin de papier quoi. Et je me dis allez ok let's go, et donc après on a ouvert 300 villes en un an en disant bah en fait on n'a pas besoin d'être dans les villes pour ouvrir le concept quoi. Une question, tu vois, t'as beaucoup parlé de ton associé Laure, vous avez tout vécu du début à la fin de Minute Buzz. Au moment où tu repars dans une aventure, tu sais, il y a toujours ce sujet, mais c'est un peu comme les groupes de musique. Ouais. Est-ce qu'on part en solo pour savoir ce qu'on vaut? Est-ce qu'on refait quelque chose ensemble? Alors après, des fois, il y a des sujets de timing, mais tu vois, je veux bien t'entendre. Mieux vaut un que deux, tu l'auras. En fait, la discussion qu'on a eue avec Laure, qui était plus une décision de ma part quand même, c'est que je lui ai dit écoute, on a fait 10 ans ensemble, c'était incroyable, on se termine en super bon terme, on s'entend trop bien.
je pense que c'est suffisant en fait. Je suis pas sûr. Et surtout l'autre chose aussi qui a aussi joué, c'est que elle a eu un chemin de vie aussi différent. Elle a eu des enfants. Moi, j'étais célibataire, en train de vivre mon truc. Et Timeleft, c'était une autre direction qui pour moi était beaucoup plus alignée avec ce que j'étais. Et donc naturellement, je lui ai pas proposé, tu vois. Et je trouve ça mieux de se dire, en fait, on a fait un chapitre, il s'est bien closé, tu vois. Pourquoi regamble ce truc-là alors que tu sais pas forcément? Oui, mais en même temps, oui, mais tu vois, on sait la force de l'équipe dans un projet. Avoir quelqu'un avec qui tu sais ça ping-pong, que vous êtes complémentaires, enfin, c'est une vraie valeur aussi. Enfin, tu vois, ça se défend. T'as vraiment plusieurs écoles, encore une fois. Je sais pas. Franchement, ça dépend aussi du secteur. Tu peux avoir une complémentarité sur le secteur du média et de la création de contenu. Tu l'auras peut-être moins sur un projet tech, B2C, app. Et encore une fois, moi je pense que c'est aussi le moment de vie où t'es. Je suis désolé, quand t'es en famille avec 2 enfants de bas âge, etc., et que t'as l'autre, il est célibataire. C'est pas le même rythme. C'est pas le même rythme. Et ça, il faut l'avouer. Quand on s'est rencontrés, on avait 25 ans tous les deux, on était au même rythme, on était sur la même trajectoire. Et en 10 ans, la trajectoire a changé. Peut-être parce que c'est une femme, elle a fait des enfants, parce que je suis un homme et je suis célibataire, j'en ai pas, et donc ça a un peu changé le truc, et pour moi ça n'a pas été le sujet n'est même pas arrivé sur la table en fait, de vouloir repartir ensemble. Avec tout ce qu'on s'est raconté, à part la Valo, qu'est-ce que tu n'as pas pu nous dire? Le carton rouge de la Valo, sur les sujets de cash out en général. Pour tous ceux qui nous écoutent déjà, quand vous entendez des cash-out dans les médias, franchement il faut se détendre, parce que moi je vois à l'envers du décor de beaucoup de ventes de boîtes. C'est pas la folie, c'est pas parce qu'il y a une affiche à 100 millions ou à 10 millions ou à 20 millions que le fondateur derrière. Je pense qu'il y a une vraie je vais sortir un truc. Je pense que les fondateurs font 50-50 au début, tu vois, en partage de trucs. Moi je pense que c'est pas forcément une bonne idée. Je pense que ce qui est important, c'est de bien protéger son capital au long du chemin. Et mieux voir une petite valo et vendre sa boîte 5 millions, mais avoir 75% ou 80% à la fin, versus tous ces trucs où on voit, où on est survitaminé à valoriser, à avoir plein de levées de fonds, etc. Mais la marge devient très grande. Quand tu valorises ta boîte, je sais pas, tu lèves 10 millions sur une valo à 100 millions, moi, l'image qu'on m'a donnée, que j'ai adorée, c'est que plus ta valo elle monte, plus tu montes en altitude et moins il y a d'air. Moins il y a d'air, pourquoi ? Parce qu'à 100 millions, des gens qui peuvent te racheter 100 millions, il y en a pas beaucoup. Tu montes de 100 millions, tu relèves 20 millions sur une valeur à 200 millions, il y en a encore moins. Et donc, le endgame, il devient de plus en plus compliqué à atteindre. Et donc, si tu l'atteins, incroyable. Mais si tu l'atteins pas, c'est plus compliqué. Et l'autre chose aussi que je recommanderais, c'est qu'aux différentes étapes de changement de capital ou d'entrée d'investisseurs, etc., moi je recommande vraiment de faire du cash out. Même s'il est petit, de dérisquer en fait le long du chemin, si vous pouvez faire ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs autour de moi qui n'osent pas demander du cash out lors d'une série B ou d'une série A ou d'un truc comme ça, ou même d'une seed. Moi par exemple sur Timeleft, j'ai mis 250 000 euros de ma poche au démarrage, j'ai demandé à les récupérer direct. Je dis les gars, c'est les seules économies que j'ai 40 ans, j'ai rien de côté, je suis désolé, je veux récupérer ça quoi. Et c'est des choses qui s'entendent en fait, bizarrement, tu vois. Et je pense que c'est important, parce que il faut le faire quand on sait pas de quoi demain ça va faire. Mieux vaut un que deux, tu l'auras. C'est le nom de l'épisode. Très bon learning. Et carpe diem. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est le petit coup de pression des confs de presse. Ah oui, on n'a pas dit ça. Attends, regarde, j'ai même... Donc je rappelle, l'objectif de cette table ronde, c'est d'avoir un témoignage concret de ce que peuvent être Compte TF1. les relations entre des grands groupes et des startups. On en parle souvent, beaucoup, il y a beaucoup d'événements autour de ce genre de thématique. Et là, on a une histoire, celle de Laure Lefebvre et de Maxime Barbier, qui va nous permettre d'illustrer précisément, concrètement, ce que peuvent être donc les relations entre grands groupes, entre David et Goliath. Pause. Donc, il vous vire, et derrière, vous faites une conf de presse. T'es pas prêt, je te raconte l'histoire, t'es pas prêt. Oui. Vas-y, je la raconte. Ce qui se passe, donc voilà, et donc on fait les premiers rendez-vous avec les avocats, et bon, il y a rien qui marche. Nos avocats disent, les gars, franchement, cause perdue, quoi. Et je sais pas comment on tombe de ça, je reçois une invite. Il y a un événement qui aura lieu en novembre, qui s'appelle David et Goliath, qui est un événement qui réunit les grands groupes et les startups. D'accord ? C'était Race qui organisait ça, non ? Moi, David et Goliath. Le thème de la conférence, c'est à quel point les grands groupes ont besoin des startups et que c'est un écosystème viable. Je dis putain, franchement, ça me vénère. Et là, je scroll. Qui est sponsor officiel de l'événement ? TF1. Mais TF1. Et je me dis, alors là, mon gars, j'ai une idée. Donc je vais voir, alors j'ai une idée. Tu sais ce qu'on va faire ?
je lui dis, je vais sur Grandi, j'achète davidcontregoliath.com. J'achète le nom de domaine et je dis, on va faire une conférence de presse, on va faker une conférence de presse le jour de l'événement, le midi. Eux, ils sont le soir, c'était le soir, et nous, on va être le midi, on va faire davidcontregoliath.com. Le soir, il y aura davidetgoliath.com. On fait un site internet à 2 balles, machin, etc. Et je pose le truc sur mon LinkedIn, tu vois, je me dis, ils vont avoir peur, tu vois. Puis je me réveille, putain, il y a 15 inscrits, tu vois. Puis le lendemain, putain, il y a les échos qui me demandent d'avoir des invités, tu vois. Et puis, on descend, putain, il y a 150 mecs qui s'inscrivent à la conférence. Et je dis, vas-y, on va le faire. Et donc, en gros, je me dis, let's go. Et donc, on commence à faire la conférence. Donc, on se fait accompagner par un mec en prise de parole. Il nous dit, les gars, faites une conférence pas vindicative, quoi. Juste, tu vois, dites les choses, les learnings et tout. Et donc, on se dit, on va faire ça dans une école. On avait 150 personnes. Voilà. Et donc, on filme la conférence. Et c'était très... je pense qu'on a été super bien accompagnés. Je l'ai regardé il y a encore pas très longtemps. Et on était très calme. C'est pas TF1, c'est des connards. C'était vraiment... Voilà. Enfin, là, je suis sur un arrêt sur image, vous faites la gueule tous les deux. Ouais, mec, on est au fond du trou, mais ce que je veux dire, c'est que c'était vraiment, voilà nos learnings, et c'était vraiment dans une dimension de redonner aux startups, ouais. Tu vois, de dire, tout le monde dit que c'est bien, mais en fait, non. Et franchement, c'est pas bien. Donc, ça peut mal se passer. Mieux vaut 1 que 2, tu l'auras, et je sais plus, il y avait tous ces conseils-là qu'on a donnés, et on filme la conférence, et donc on fait du bruit. En plus, je crois que Laure, elle avait réussi à choper tous les emails des gens chez TF1, donc on leur avait envoyé une invite, évidemment, pour qu'ils viennent. Et rien qui passe, et en fait, on a filmé la conférence, et après, tous les jours, je balançais des récaps de la conférence jusqu'à temps que les discussions se réouvrent. Et elles sont ouvertes. Le premier message que vous allez recevoir, c'est explicite qu'il y a eu une suite grâce à cette OP que vous avez fait, où ça faisait partie des coups de pression pour... Ouais, le conseil des avocats à l'époque, c'était en fait le seul truc que vous pouvez faire, c'est un peu nuire à l'image de TF1. Et donc, faut le faire, mais sans forcément se faire attaquer. Donc, c'était un peu subtil. Et en fait, ce truc-là est tombé à pic. Est-ce que c'est ça qui a fait pencher la balance ? Je sais pas vraiment. En tout cas, je pense que ça faisait chier TF1 d'avoir une sorte de petit caillou dans la chaussure qui était... Et donc, à un moment, ils ont dit, bon... Pour ceux qui nous ont en audio, t'as un grand caillou dans la chaussure. J'ai un grand caillou dans la chaussure, ouais. Et à l'époque, j'étais très... Non, en plus, ce qui m'avait aussi marqué... Ça, je sais pas si c'est dans un podcast, mais lors du premier rendez-vous entre avocats, je crois qu'un des mecs, un avocat, il fait, bon, on est ici entre adultes, hein, donc on n'est pas obligé d'en parler partout. Hein. Et dans ma tête, j'étais là, ouais. Dailymax. J'étais là, c'est-à-dire, tu veux pas que j'en parle? C'est comme dans The Office, tu tournes regard cam, petit clin d'œil. Ah ouais, petit clin d'œil. Exactement, tu reviens. Et j'étais là, mec, tu parles à un mec, tu m'as demandé d'arrêter mon Dailymax, que t'es le seul remords que j'ai, tu m'as fait me faire arrêter de m'exprimer sur les réseaux. Donc, le lendemain du truc, j'ai commencé à reprendre la parole sur les réseaux sociaux, à faire des vidéos, j'étais trop content. Et voilà. On t'a demandé une musique sur laquelle tu avais fêté le deal au moment où tu l'as fêté. Et pour ça, tu as choisi Do I Do. Ah non, c'est pas du tout ça, c'était Satisfaction de Stevie Wonder. Ça doit être la page d'avant. T'allais me spoiler, moi. T'as choisi les bisounours. Mais ça, je sais pas si on pourra vraiment beaucoup parler dessus. Donc déjà, merci Maxime. Avec plaisir. D'être venu te livrer. Le seul truc que j'ai pas, c'est la Valo, donc... ce sera pas plus l'épisode que ça. Deuxième sujet, je pense que pour les 50 qui nous font un MP en premier, on les accueille au studio pour leur offrir un café ou un thé. Et ouais, c'est grand seigneur. On sera ravis d'échanger avec vous. En tout cas, merci de nous suivre. Je sais qu'on a des super taux de complétion. Donc, si vous êtes encore là, vous faites partie de ces 90, 95 qui vont au bout des épisodes. Donc, merci. Merci Sacha, comme toujours. Merci Thomas. Merci Maxime. Et merci à toutes les mères qui n'ont pas abandonné les entrepreneurs et... Je voulais rebondir là-dessus tout à l'heure, mais... Ouais, c'est la leçon d'un psy. Non, j'ai des parents incroyables, mais peut-être cette envie de toujours prouver à ta mère que tu peux être meilleur, et donc ça crée une force de faire des choses. Il y a un côté un peu dark aussi, où tu vois, t'es toujours insatisfait, mais c'est une belle énergie. Et donc, merci maman. Et merci pour l'énergie et la musique de cet épisode. C'était un bonheur. On finit avec Stevie Wonder, ce qui est quand même pas mal. Donc c'est quoi la fiesta du deal là? On a privatisé un restaurant à Troca, on a invité tout le monde. T'as remarqué qu'il répond toujours en rythme? Et donc on a invité tout le monde.
et c'était sympa. J'ai fait un petit mot. J'ai remercié nos actionnaires qui sont sortis par le haut avec un multiple sympathique. J'ai remercié le VC qui a fait un bon multiple en 2 ans. J'ai promis qu'on ferait plein de choses. Et voilà. On a fait un 10e des choses qu'on aurait dû faire. Mais bon, c'était le 2 décembre. Le 13 décembre, je fêtais mes 31 ans. 10 jours plus tard, je me suis dit, la vie, elle est quand même belle. Elle est toujours belle d'air. Bref, j'ai vendu ma boîte. Bref, j'ai vendu ma boîte.